Donc, bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux. Hein, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait ce genre de présentation. Et puis, comme il y en a beaucoup sur YouTube, bon, en fait, j'ai plus vraiment besoin de faire ce genre de présentation maintenant. Donc, je vais vous faire d'abord une présentation d'Ishimoku, rapide, hein, c'est juste une présentation aujourd'hui. La semaine prochaine, je ferai une formation où là vraiment je détaillerai complètement ce que c'est, comment ça marche, enfin, donner toutes les subtilités et voir comment ça fonctionne en trading. Je viendrai d'ailleurs avec mon associé qui lui présentera des trades, hein, puisqu'il trade avec Ishimoku. Donc là, je vais vous faire une présentation succincte pour vous montrer l'intérêt de cet outil par rapport aux autres outils que vous pouvez utiliser normalement, hein, aussi bien les oscillateurs que les moyennes mobiles, les bandes de Bollinger et que sais-je. Et après, je ferai, pour vraiment qu'on puisse balayer de façon simple, une revue de marché. Donc, vous me direz quels sont les actifs qui vous intéressent, parce que je ne sais pas s'il y a des traders forex, indices, gold ou que sais-je. Donc, je ferai une revue de marché pour vous montrer comment on regarde un marché de façon rapide avec Ishimoku et justement trouver est-ce qu'il y a des opportunités ou pas, est-ce que ça mérite de s'y intéresser et comment on va trouver une opportunité. Donc, je fais ça de façon simple, hein, je vous dis, parce que c'est juste pour vous montrer comment on fait de façon globale. Si vous êtes plus intéressé, il y aura une formation la semaine prochaine pour vraiment rentrer dans les détails. Bonjour, monsieur. Donc, comme vous le voyez, ce qui est écrit à l'écran, c'est un système complet de lecture de marché. Donc, j'insiste sur le mot complet, hein, c'est-à-dire que normalement, quand on utilise Ishimoku vraiment de façon profonde, j'ai envie de dire, vraiment dans tout ce que ça apporte, on n'a pas besoin d'utiliser d'autres indicateurs. Hein, c'est ça qui est important. C'est pour ça que c'est quelque chose qui est intéressant et c'est pour ça que quand je l'ai découvert donc en 2009, j'avais trouvé moi ma solution parce qu'à l'époque, effectivement, j'étais comme tout le monde hein, à jongler entre les différents indicateurs, ne pas savoir lequel marchait, lequel ne marchait pas. Et donc, quand j'ai découvert ça et que j'ai compris qu'avec seulement ça, en mettant juste ça sur mon écran, ça permettait d'avoir toutes les informations possibles, je me suis dit que c'était ça la solution et c'est pour ça que j'avais décidé de le montrer un peu au public et de ne pas le garder pour moi. Donc, j'ai fait ça chez FXM avec Raphaël à l'époque, justement. Donc voilà. Donc, on va attaquer le sujet. Bon, qui suis-je? Je pense qu'on sait, la slide, elle est fausse, c'est pas grave. Qui suis-je? Je pense que vous savez qui je suis. Donc, moi, je suis sur les marchés financiers depuis 1984. Hein, j'ai fait des études de macroéconomie et d'économétrie. Donc, c'est la partie mathématique de l'économie. Et donc, voilà, j'ai été investisseur parce qu'en 84, évidemment, il n'y avait pas Internet et tout ça. Hein, donc, j'étais simplement investisseur avec des achats d'actions, etc. Il n'y avait pas Ishimoku non plus, d'ailleurs. Enfin, ça existait, mais ce n'était pas connu. Donc voilà, je suis sur le marché financier depuis 84. Maintenant, j'ai découvert, je vous le fais rapidement parce que c'est écrit un peu partout, donc je ne vais pas revenir en détail dessus, c'est pas très intéressant non plus. J'ai découvert donc Ishimoku en 2009. Je l'ai travaillé toute seule parce qu'il n'y avait rien. Hein, là maintenant, vous avez sur YouTube, vous avez plein de choses, vraies ou fausses, peu importe, mais il y a plein de choses. Moi, il n'y avait strictement rien, donc j'ai travaillé toute seule devant mes écrans à comprendre comment ça fonctionnait. Et voilà, je suis devenue donc trader uniquement avec cet indicateur à partir de 2010. Hein, ou 2010, il m'a fallu à peu près 6 mois pour vraiment comprendre comment ça fonctionnait. Et surtout, à l'époque, donc il y avait deux personnes qui avaient écrit un livre, Nicole Elliott, qui travaillait pour la banque Nomura à Londres, donc une banque japonaise en l'occurrence, et qui connaissait Ishimoku et qui avait écrit un tout petit bouquin dans lequel il n'y avait pas grand-chose d'ailleurs. Le suivant, c'était David Linton, qui lui a publié un bouquin en mars 2010, où là, il est rentré un peu plus dans le détail, mais ce monsieur-là, et comme elle, ce sont des investisseurs. Donc, ce sont des gens qui vont sur du long terme. Donc, par exemple, David Linton, quand j'avais repris son livre, quand j'avais écrit le mien en disant, bon, voilà comment il explique les choses, bon, pour voir comment c'était fait, il disait, c'est simple, quand on est au-dessus du nuage, on achète, quand on est en dessous du nuage, on vend. Point. Hein, quand j'ai dit, tiens, comment, parce que comme son livre est en anglais, quand j'ai fait mon livre en anglais, je me suis dit, bon, tiens, comment il parle de la lagging span, quels sont les termes qu'il utilise pour rester un petit peu, comme c'est de l'anglais, moi je suis de l'américain, pour être un peu raccord avec lui. Bon, c'est simple, il n'en parle pas. Donc, comme ça va faire classer. Donc, vous voyez que c'est autre chose. Et moi, en fait, ma spécificité, c'est que j'ai déterminé comment on trade avec Ishimoku, c'est-à-dire pas prendre des positions pour quelques semaines, c'est prendre des positions intraday. Et quand j'ai travaillé ça, je me souviens que je mets un mentor en guillemets, la personne qui m'avait montré comment se passait le trading en salle des marchés, donc à Paris, et j'étais dans sa salle des marchés. Et il regardait son écran. Donc, les salles de marché, on trade sur du 5 minutes. Hein, on est sur du très court terme. Alors, il y a aussi des investissements, mais on va dire ceux qui traitent notamment les devises, ils vont être sur du 5 minutes. Et il voyait des choses avec son MACD, machin truc. Et moi, je lui dis, mets Ishimoku et tu vas voir que ton truc, il va pas monter.
parce que j'avais repéré ce qui se passait. J'ai dit, ça va pas monter d'ici, si ça va monter, sinon ça va pas monter. Et effectivement, en mettant Ishimoku, on avait un gros nuage et on avait bien compris que le truc ne pouvait pas monter. Et il m'a sorti, il m'a dit, oh, mais de toute façon, Ishimoku, c'est uniquement sur l'hebdomadaire, ça s'utilise pas sur le court terme. J'ai dit, bah, c'est faux, parce que moi, je l'utilise sur le court terme, et je l'utilise même en 1 minute. Parce qu'en fait, ma spécificité, c'est de trader les sorties de statistiques sur 1 minute et 5 minutes. Donc, c'est pour vous dire que quelque chose qui a été créé sur du daily à partir des bonjour. C'est pas grave. Quelque chose qui a été créé sur du long terme, puisque vas-y. Donc, quelque chose qui a été élaboré sur du long terme, ce Goshi Hosoda, évidemment, en 1945, enfin, post-seconde guerre mondiale, il n'y avait pas Internet non plus. Donc, il travaillait sur des graphiques journaliers, sur les cours du riz. Donc, tout ce qu'il a déterminé, c'est-à-dire les paramètres qui ont été déterminés à ce moment-là sur cette unité de temps, marche extrêmement bien sur du 1 minute. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment un indicateur qui est puissant, parce que contrairement aux moyennes mobiles, où normalement, tout le monde utilise la moyenne mobile 10, 20, 50, 200 en fonction de ce qu'on cherche. Hein, c'est le truc hyper classique. Normalement, une vraie moyenne mobile, j'en ai fait pendant 2 ans à la fac, donc je suis incollable là-dessus. Une vraie moyenne mobile, elle doit être adaptée à l'unité de temps et à l'actif. C'est-à-dire, normalement, si vous prenez, je ne sais pas, le DAX, hein, où on va dire, bah, le DAX, aujourd'hui, en daily, on va peut-être mettre une moyenne mobile 34. C'est celle qui va vraiment bien accompagner le DAX. Et puis, dans 6 mois, on mettra peut-être du 25 ou on mettra peut-être du 52. Donc, quand on utilise les moyennes mobiles arbitraires, 10, 20, etc., comme vous avez sur toutes les plateformes, hein, c'est pas une critique, c'est un fait, c'est comme ça. En fait, c'est faux. D'accord ? C'est pour ça que c'est pas précis. Après, il y a ce qu'on va trouver, c'est-à-dire les moyennes mobiles, ce sont des moyennes de prix. On verra qu'avec Ishimoku, ce ne sont pas des moyennes de prix, c'est autre chose. Et la force d'Ishimoku, c'est en fait que c'est ce qui se rapproche le plus du trading naked trading, comme on dit en anglais, c'est-à-dire le trading nu. C'est-à-dire que les professionnels en salle des marchés, vous regardez leurs écrans. Alors, je n'ai pas la photo, mais d'habitude je l'ai. J'ai une photo de la salle des marchés d'UBS et de Goldman Sachs. On va dire que c'est juste un petit peu des grosses banques. Vous voyez les graphiques, il n'y a rien. Il y a des bougies, point. Il n'y a pas d'indicateur, il n'y a pas d'MACD, ADX et tous les machins qu'on met en bas. Il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas de moyenne mobile, il n'y a que dalle. Parce que ces gens-là, ils lisent le marché. Et ça, c'est quelque chose qui est super important. J'insiste là-dessus. Alors, je sais que pour les débutants ou pour ceux qui ne sont pas très à l'aise, c'est pas forcément facile parce que il faut comprendre ce qu'on lit. Hein. C'est un peu comme quand on lit un bouquin, il faut comprendre ce qu'on lit. Même si c'est écrit en français, on ne comprend pas forcément ce qui est écrit. Donc là, c'est un petit peu la même idée. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut savoir que quand vous investissez ou tradez, on va parler de trading ici, et puis investissement, c'est le plus long terme, on va dire. Quand vous tradez des prix. Vous ne tradez pas des indicateurs. Les indicateurs sont là pour indiquer, comme le nom le dit, mais les indicateurs, ils sont retardés, puisqu'en fait, ils vous disent, OK, quand votre RSI monte, bah, c'est parce que les prix montent. D'accord? C'est quand votre RSI baisse, parce que les prix baissent, ça ne vous dit pas qu'il va monter ou qu'il va baisser. Donc, OK, il va arriver à un plancher, il va arriver à un plafond. Donc, il va se retourner, mais ça ne vous dit pas à quel moment ça va se retourner. Hier, je voyais un graphique avec quelqu'un, là, et il avait son MACD en dessous, et je lui dis, bah, le MACD, il vous sert à quoi, là? Il vous sert à rien, il est planté au sommet. Il avance comme ça à l'horizontale au sommet. Quelle indication il vous donne? Rien. Il vous dit simplement qu'il ne peut pas aller plus haut. OK, bah, c'est normal, il est borné, donc il ne peut pas aller plus haut, mais ça ne vous dit pas s'il va baisser, quand, ni rien. Donc, ça sert juste à rien. Ça sert juste à rien. Donc, tous ces indicateurs, en fait, ça rassure les gens. D'accord? On dit, mon stochastique dit ceci, mon MACD dit ceci, etc. Donc, ça rassure, mais ça ne donne pas d'informations. Oui? Oui, non, mais on ne va pas rentrer dans le détail. Hein. Oui, d'accord, on ne va pas rentrer dans le détail. Ce que je veux dire par là, c'est que ces indicateurs, ils sont retardés, ils vous donnent pas d'informations et ce dont a besoin le trader pour cliquer dans le marché, pour dire je rentre là, je sors là, à quel moment il faut que je sorte, etc., c'est d'avoir une bonne information. D'accord? On a besoin de l'information qui est pertinente. Donc, toute information qui n'est pas pertinente ou qui vous décrit ce qui s'est passé, bah, si vous regardez votre graphique, si vous regardez vos bougies, vous savez ce qui s'est passé. Vous n'avez pas besoin d'un indicateur en bas pour vous dire que c'est monté. Si vous regardez votre graphique, a priori, vous avez vu que les bougies, elles montent. Donc, voilà. Donc, de dire que mon indicateur va arriver au sommet et qu'il va plafonner, bah, je veux dire, quand vous avez une montée comme ça, vous doutez bien qu'à un moment donné, les prix vont s'arrêter. Donc, ce qui est important vraiment dans le trading, au-delà de tous les indicateurs qu'on peut utiliser, alors, OK, ça va rassurer, ça peut guider dans un premier temps. Je les ai pratiqués, donc je parle en connaissance de cause, j'ai démarré avec ça. Hein, donc, voilà. Et justement, j'ai compris rapidement
que voilà, mon stochastique, je sortais de la banque là chez à Paris, la salle des marchés, c'est bon, j'avais compris le stochastique, c'était génial, oui, j'avais tout compris, c'était parfait. Le lendemain, je me retrouvais devant mon écran, je disais oui, alors là, eh ben non, je sais plus. Voilà, qu'est-ce que je fais, etc. Et je l'appelais, je dis bon, alors là, l'euro-dollar concrètement, il est à l'achat ou à la vente, parce que le stochastique, ben, j'en sais rien. Donc voilà, c'est pour dire où ça marchait pendant 15 jours, et puis tout d'un coup, ben les signaux que j'avais, ils étaient plus bons, voilà. Donc on réajuste, on en prend un autre, on dit bon, allez hop, stochastique poubelle, je vais prendre des MACD et compagnie. Même chose, les moyennes mobiles, pareil. Bon, moyenne mobile, elle me dit rien, j'en prends une autre, je la modifie un peu. Vous voyez, on fait vraiment une soupe. Et le problème, c'est que cette soupe, bah, il faut la faire tous les jours. Tous les jours, sur tous les actifs, sur toutes les unités de temps. Donc, c'est très chronophage. Et l'avantage qu'on va avoir avec Ishimoku, c'est qu'il n'y a pas besoin de toucher à quoi que ce soit. Parce que, comme je vous dis, c'est quelque chose qui a été fait sur du long terme et qui, à l'arrivée, marche extrêmement bien sur du 1 minute. Et quel que soit l'actif, c'est-à-dire que moi, j'utilise, bon, je suis trader Forex et matières premières hein, essentiellement, mais je fais des analyses sur la crypto, je ne change rien. Là, vous allez voir, quand je passe d'un actif à l'autre, mes paramètres sont les mêmes, tout est pareil, et je vais vous regarder du Bitcoin en daily ou en 1 heure, et je vous regarderai aussi du gold en 1 heure, et je vous regarderai du S&P en 4 heures, par exemple. Je ne change rien, mais la lecture, elle va rester la même, et les informations seront les mêmes, et les informations, elles sont comment dire, elles sont en français claires. Je veux dire, elles sont claires et pertinentes, c'est-à-dire qu'elles sont, on ne peut pas les mettre en doute. On ne peut pas dire oui, là peut-être que, etc. Une moyenne mobile, on peut les mettre en doute. Celle-là, ça, on ne peut pas, parce que ce sont des niveaux de marché, d'évolution du marché. Donc votre marché, il a évolué. C'est évident, il monte, il baisse, il ne fait rien, votre marché, il bouge. Et Ishimoku va être là pour vous donner les niveaux d'évolution du marché, pour vous mettre en exergue les points clés de votre marché. C'est ça que ça vous dit. Donc l'Ishimoku ne vous dit pas ça va monter ou ça va baisser. Il n'y a aucun indicateur qui vous dit ça va monter ou ça va baisser. D'accord ? Alors, la probabilité, ce ne sont que des probabilités en plus, il n'y a pas de certitude, n'oubliez pas. Donc la probabilité que ça monte ou la probabilité que ça baisse, elle va être plus ou moins forte, mais aucun indicateur ne pouvait dire ça va monter ou ça va baisser. D'accord ? On pouvait dire par exemple en 2020 que quand on fait des analyses en début d'année en vous disant oui, l'année va être bonne, elle va être mauvaise ou blablabla, en 2020 l'année va être bonne, vous avez un Covid qui est passé et puis tout s'est cassé la figure. Là, vous avez une guerre qui vient d'éclater, vous en avez une autre en 2022 avec l'Ukraine et la Russie. Donc on ne sait pas ce qui va se passer et aucun indicateur, nous, on peut dire ce qui va se passer. D'accord ? Donc on n'a pas besoin de dire qu'est-ce qui va se passer, on a besoin de savoir, de comprendre ce que fait le marché, ce qu'il est en train de nous dire et quelles sont les possibilités que je vais pouvoir trouver dans ce marché. Comment moi, je vais pouvoir me positionner dans ce marché, à la hausse ou à la baisse, pour profiter des opportunités que le marché va me donner. Et Ishimoku va nous permettre de borner ces possibilités, c'est-à-dire de me dire, OK, je rentre là, j'ai cette probabilité d'aller chercher ce niveau-là. Alors, c'est toujours pareil, ce n'est pas 100% de certitude. Alors, il y a des moments aussi, c'est 100% de certitude parce que le marché a une forte impulsion et la probabilité qu'il aille chercher tel niveau est tellement forte qu'il n'y a même plus besoin de stop loss, on clique et puis ça y va et puis terminé. Donc, ces cas-là existent. Mais on va dire, dans le cas général des choses, ça va nous permettre de trouver facilement les niveaux qu'on peut aller chercher. Et il marche. Je veux dire, il marche. Il n'y a pas. Alors après, le marché, il y va tout de suite. Il met 3 plombes pour y aller. Ça, c'est un autre discours. Comme tout marché, hein, il y a un moment donné, ça avance pas. Vous prenez le Bitcoin en ce moment, faire du fric facile sur Bitcoin, pour le moment, c'est un petit peu compliqué, on va dire. Hein. Il fait strictement rien. Donc, mais ça n'empêche qu'on peut voir justement pourquoi il fait rien. C'est-à-dire pourquoi il est coincé. Ou pourquoi ETH en ce moment, alors bon, je parle crypto parce que c'est ce qui est le plus parlant pour le moment, donc sur des graphiques, après que ça s'appelle ETH ou que ça s'appelle DAX, c'est la même chose, hein. La lecture est la même. Mais bon, il s'est coincé entre deux trucs, c'est coincé. Donc on comprend bien que ça sert à rien de s'intéresser à l'actif lambda qui va être coincé entre deux niveaux parce que Ishimoku a deux bornes très fortes, c'est coincé, bon, on attend que ça se décoince et puis c'est tout. Et donc l'avantage de cette visualisation, c'est qu'en plus c'est immédiat. C'est-à-dire, vous le voyez immédiatement. Vous ouvrez vos écrans, on va le voir tout à l'heure quand on va faire la revue de marché, vous voyez immédiatement, oui, bah non, ça s'est coincé. Ah là, tiens, il se passe quelque chose. Ah bah là, il se passe rien. Ah bah il faut attendre que ça. C'est rapide, c'est facile. D'accord ? Vous n'êtes pas. Moi, j'ai 50 cryptos, tous les matins, je scanne les 50 cryptos, ça prend exactement 30 secondes. Et je vois tout de suite lesquelles méritent d'être intéressantes ou pas. Bon, perso, je ne traite pas la crypto, hein, je fais que des analyses dessus. Comme ça, s'il y a quelqu'un qui veut me couper le doigt, vous oubliez, j'ai pas de crypto. D'accord ? Mais bon, voilà, c'est pour l'idée, ça me prend 30 secondes de scanner 50 cryptos. Hein, je vais avec la souris, je dis, OK, là, il n'y a rien. Là, ah, tiens, là, il y a un truc. Donc là, je vais m'arrêter, je vais regarder, dire, OK, en 1 heure, bon, non, en 1 heure, c'est coincé, on attendra, etc., etc. D'accord ? Donc,
mon activité, donc je suis analyste technique senior, je suis du conseil pour fonds de gestion, donc là du coup pour en mode investissement, hein, c'est-à-dire j'ai des fonds de gestion qui eux font l'analyse fondamentale sur leurs actions et qui me disent voilà on veut acheter ou sortir cette action, où est-ce qu'on le fait? Et moi avec Ishimoku, c'est essentiellement des clients pacifiques, hein, Australie, Nouvelle-Zélande, quelques Américains, et ils me disent bon voilà telle action, qu'est-ce que je fais, quand est-ce que je peux rentrer? Et je leur dis bon bah voilà, le meilleur point d'entrée c'est là et ça marche très bien. Bon, je suis trader pour compte propre accessoirement. Je fais de la formation pour les traders professionnels. Donc, le dernier livre, celui pour ceux qui ne connaissent pas, qui seront intéressés par le sujet, celui, il y en a 3. Hein, mais il y a le premier qui a été fait en 2013. Là, c'était pour écrire en français, quelque chose qui n'existait qu'en anglais, parce que les Français ne parlent pas anglais. Après, il y en a le deuxième, donc il y a un monsieur là qui me l'a fait signer. Le deuxième était un petit peu plus approfondi, mais ça a évolué. Et donc le dernier, c'est le troisième. Le troisième, il est vraiment complet, c'est-à-dire qu'il couvre toute classe d'actifs. Il y a tout dedans, hein, d'accord. Vous avez celui-là, vous avez pas. Voilà, merci. Vous avez vraiment tout ce qu'il y a à savoir sur Ishimoku et avec ça, vous pouvez vous former. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Donc, puis après, j'ai publié des articles. Donc, je fais des analyses sur Twitter. Alors, un peu moins, de moins en moins, parce que bon, on va dire, j'ai pas un relationnel avec Twitter. Mais bon, peu importe. Enfin, c'est X maintenant. Mais bon, de temps en temps, je mets quand même des analyses quand il y a quelque chose de très percutant ou quand je vois un peu trop de fils qui vont dans un sens et que moi, clairement, je vois que ça va aller dans l'autre sens, je tweete histoire de mettre un petit peu la pagaille. Voilà. Et puis sinon, j'ai donc un Discord sur lequel on fait de l'accompagnement au trading, hein, c'est-à-dire qu'on a un abonné ici. Pardon? Le troisième, il est paru quand? Alors, il est paru en 2021 et là, il y a une nouvelle édition qui vient de sortir, corriger des bugs. Okay. Parce que moi, j'ai acheté il y a 2 mois. Je voulais savoir si c'était le troisième. Ah oui, c'est le troisième, forcément. D'accord. C'est le gros pavé. C'est le premier aussi. Oui, oui, non, le dernier. Alors, il a normalement, il a été. Oui, c'est ça. Il a été corrigé des bugs. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, ce qui était important, c'était vraiment de comprendre le marché, de comprendre ce que vous dit le marché. D'accord? C'est de comprendre ce que vous dit le marché. Donc, le marché, c'est quoi? Le marché, c'est le lieu de confrontation entre les acheteurs et les vendeurs. Ce que je vous dis là, c'est, vous le savez, mais ça fait du bien quelquefois de le remettre dans la tête parce que c'est important, parce que les gens l'oublient. Après, vous êtes sur vos écrans, vous êtes focus sur ça va monter, ça va baisser, mon stop loss, machin, et vous oubliez ce que vous êtes en train de regarder, en fait, hein, grosso modo. Donc, le marché, c'est le lieu de confrontation entre les acheteurs et les vendeurs. Et donc, on va avoir cette confrontation qui va être matérialisée justement par les prix. Qui va être matérialisé par les prix. Le prix, donc la bougie que vous allez voir, elle représente quoi? Elle représente l'offre et la demande, donc entre acheteurs et vendeurs. Et ça va venir de quoi? Cette offre et cette demande, enfin ce que les opérateurs vont faire, de l'information. D'accord? Donc c'est pour ça que quand vous êtes sur un actif et qu'il y a zéro information, je prends l'exemple du Bitcoin parce que c'est tellement flagrant en ce moment que, bon voilà, qui fait de l'horizontal pourquoi? Parce qu'il y a zéro information sur ce truc-là actuellement, ni Trump nous en parle plus, il n'y a personne qui nous en parle, ou quand il y en a, c'est des trucs absolument sans intérêt, donc il y a zéro information. Donc s'il y a zéro information, les opérateurs, ils font rien parce qu'ils ne savent pas si s'il faut acheter ou s'il faut vendre. D'accord? Pour acheter ou vendre quelque chose, on a besoin d'y croire, de savoir que quand vous achetez ou vendez une action, vous allez acheter cette action parce que vous savez que l'entreprise elle est bonne, qu'elle a rencontré des contrats et que blabla et qu'elle va continuer à progresser. Vous n'allez pas acheter un truc qui fait rien. D'accord? Là, vous avez LVMH qui est en train de couler à pic. Bon, est-ce que j'achète LVMH maintenant? On va regarder un petit peu pourquoi, puis on va se dire, non, les informations pour le moment concernant ce secteur d'activité étant plutôt négatives, j'ai évité de me mettre sur cette action en particulier. Donc, c'est l'information qui fait tout. Donc, quand vous avez un actif sur un écran qui ne fait rien, c'est parce qu'il n'y a pas d'information. Donc, les opérateurs attendent l'information. Et quand ils vont avoir l'information, à ce moment-là, ils vont dire, OK, j'en veux ou j'en veux pas. J'achète ou je vends, suivant la qualité de l'information. Puis là, après, je ne sais plus ce qu'il faut que je dise, parce que c'est tout en D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on va analyser ces actifs. Et quand on analyse ces actifs, il faut vraiment comprendre ça. Le prix intègre toute l'information. Le prix est le reflet de l'information, puisque l'information va dire aux opérateurs j'achète ou je vends. Et à ce moment-là, il va y avoir confrontation entre les acheteurs et les vendeurs. Et à ce moment-là, mon prix va monter ou va baisser. D'accord? S'il y a plus d'offres que de demandes ou plus de demandes que d'offres, le prix monte ou il baisse. Okay? Donc, ça décrit l'offre et la demande, le dynamisme du marché, hein, et la psychologie des acteurs du marché. C'est exactement ça.
C'est-à-dire, vous avez une bonne nouvelle, ben, vous êtes positif, vous êtes une mauvaise nouvelle, vous êtes négatif, vous vendez, vous achetez, d'accord, suivant le sens. Et donc, ça va nous permettre, tout ça, d'identifier une tendance et une prévision, et je l'ai bien mis entre guillemets, c'est-à-dire la prévision de l'évolution future des prix, c'est-à-dire je vais voir mon marché qui va prendre une dynamique dans un sens ou d'un autre par rapport justement à une information qui est tombée. Alors attention, quand je parle d'information, je ne parle pas que des stats échos qui sont sur le calendrier, c'est les informations par rapport à un actif donné, d'accord? Donc ça va nous permettre, nous, avec les graphiques, de regarder, de voir l'évolution des prix, donc de voir l'évolution de l'actif et de nous dire, bah, ok, cet actif, bah, ok, l'information est bonne, les opérateurs sont, on va dire, sont optimistes par rapport à cette information, et donc on va aller chercher, on va monter, on va pouvoir prendre une tendance haussière et réciproquement à la baisse. Donc, l'avantage de ce genre comment dire, d'appréhension du marché, c'est qu'on n'a pas besoin de connaissances pointues ni en fondamental. Il faut connaître un peu de fondamental parce qu'il faut savoir pourquoi quelque chose monte ou baisse. Hein. Quand il y a une guerre, bah oui, c'est évident que ça va impacter le marché, il ne faut quand même pas l'ignorer. Donc, on a besoin d'un fondamental, je veux dire minimum. Hein, quand dans mon Discord, je parle de fondamental, je lui dis bien toujours, c'est du fondamental soft, hein, c'est le dessus, on ne va pas forcément en profondeur. Là, on va faire du fondamental de profondeur, on va dire, c'est vraiment sur les actions parce qu'on va étudier en profondeur la société, les perspectives de la société, blablabla. Mais comme je le dis souvent, même ça, c'est à relativiser. Pourquoi, quand en fin d'année, on nous présente le bilan des entreprises, etc., ou même là, tous les trimestres, quand vous avez les résultats des entreprises, vous apercevez maintenant, et ça a changé ne serait-ce qu'en 10 ans, maintenant, quand vous avez les résultats d'entreprise, une entreprise, elle peut avoir de très bons résultats et votre action, elle chute. Ou une entreprise a de bons résultats et votre action, elle flambe. On ne sait absolument pas. On peut dire Nvidia va donner je prends Nvidia au hasard, Nvidia va donner des bons résultats, on ne sait pas dans quel sens ça va partir. Pourquoi? Parce que maintenant, ce n'est plus les résultats qui intéressent les opérateurs, c'est le discours du CEO qui est derrière. C'est qu'est-ce que le CEO envisage pour le trimestre suivant. Donc, on voit déjà même qu'à l'intérieur de cette sphère-là, en fait, on ne tient plus compte des chiffres. On tient compte de l'avis du CEO qui dit oui, je pense que le trimestre suivant il va être compliqué parce que Trump est en train de nous mettre ses barrières douanières, etc., ou bon, on a un problème avec les terres rares, enfin que sais-je. Donc c'est le discours du CEO maintenant qui va faire bouger l'action dans un sens ou dans l'autre. Donc le même jour, là on l'a eu il n'y a pas longtemps sur les actions américaines, vous avez deux actions américaines qui ont sorti toutes les deux dans le même secteur des bons résultats, il y en a une qui est montée, une autre qui est baissée. Je ne me rappelle pas des noms parce que je ne suis pas, mais c'était exactement ça, c'était juste. Et parce que c'était le discours du CEO qui était différent. Il y en avait un qui disait qu'il restait optimiste et l'autre qui était un peu plus pessimiste. Le pessimiste on a vendu, l'optimiste on a acheté. Donc vous voyez bien que tout ça, c'est l'information qui a fait bouger le prix parce que ça a impacté la psychologie des opérateurs. Pour une action, ils ont dit « Ok, je suis optimiste, j'achète ». Pour l'autre, ils ont dit « Ouais, non, son discours, il n'est pas terrible. Ouais, bon, ben, je vais la dégager, je vends. » D'accord? Donc, les connaissances requises, c'est savoir décrypter, lire un graphique parce que vous allez lire les prix et que vous allez comprendre le potentiel de l'actif que vous êtes en train de regarder. Donc ça, c'est impératif. Donc c'est pour ça qu'il faut bien savoir lire. Un peu comme dans la vie courante, si vous savez bien lire vos français, vos mots en français, ben, vous pourrez lire plein de bouquins. Si vous avez des difficultés pour lire, ben, vous lirez oui, et puis vous n'irez pas plus loin. Voilà. Alors, l'analyse technique traditionnelle, je vais passer rapidement. Donc voilà, un graphique, hein, c'est des bougies, ça monte, ça baisse, bon, c'est joli. Donc, quelqu'un qui ne sait pas, il dit, ok, je vois ça, bon, a priori, on voit que ça monte, bon, on fait un point au plus bas, est-ce que ça va repartir à la baisse? On ne sait pas trop. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre des traits. D'accord? Donc, on met des traits, voilà, ce qui s'appelle des droites de tendance. Donc, on met des droites horizontales et puis des droites qui sont pas perpendiculaires, qui sont en biais, voilà, obliques, merci, qui sont obliques. Et puis, bon, là, j'en ai mis quelques-unes, on peut sans doute en mettre d'autres. Alors, par contre, il y a quelque chose, j'en profite pour le dire, je ne suis pas censée dire, mais c'est pas grave, les droites de tendance obliques, en l'occurrence, donc les droites de support et de résistance, se mettent toujours par rapport à des mèches et non pas par rapport à des corps. D'accord? Parce que les mèches, ben, contrairement à ce qui est dit dans beaucoup de littérature, au bout de la mèche, tout en bas de la mèche ou tout en haut de la mèche, ben, il y a deux opérateurs qui ont acheté ou ont vendu un actif. Donc, il y a un prix. Donc, mon actif est descendu à ce prix-là. D'accord? Donc, si on ignore la mèche, ben, on ignore quand vous avez une grande bougie comme ça, on voit avec la souris là, quand vous avez une grande bougie comme ça, ben là je suis désolée, mais il y a des gens, des opérateurs qui sont battus, hein. Les acheteurs et les vendeurs, là, ils sont battus. Il y a eu des vendeurs pendant un moment, puis au bout d'un moment on a dit bon allez hop, ça suffit, on rentre dans le marché. Donc il y a de l'activité, donc il y a des prix qui sont tradés ici, il y a les acheteurs et les vendeurs. Donc si vous me tracez une droite de tendance en enlevant ça, vous enlevez tout ça. Donc ça veut dire faire l'impasse sur une partie de l'activité du marché. Donc on ne prend jamais que les corps, d'accord? C'est quelque chose que je répète X plus une fois, mais bon bref.
Après, comme ça suffit pas, parce qu'on n'est toujours pas très convaincu, on va rajouter des fibos. Alors là, il doit y avoir l'air tracement et puis les extensions. Oui, il y a l'air tracement en bleu, l'extension fibo en vert. Donc on peut dire, OK, je mets mon extension. Donc grosso modo, on pourrait chercher les 0,618, les 786, voire les 100%. Bon, voilà, on a le retracement fibo en disant, bon, bah là, on a retracé 618. OK, bravo, on est redescendu. Bon, voilà, on commence à mettre des trucs comme ça. Ça sert pas forcément. Ça vous met des bornes comme ça, mais ça ne vous dit pas ce qui va se passer après. D'accord? Vous en savez strictement rien. Bon, après, vous mettez les mobiles parce que votre graphique n'est pas encore assez chargé. Vous voyez encore un peu les prix, donc vous rajoutez les moyennes mobiles. Donc, je vous ai mis la 20, la 50, la 200. Oui, et alors? Et puis, comme il n'y en a pas assez, on rajoute en plus les bandes de Bollinger. D'accord? Comme ça, là, en plus, ça fait de la couleur, c'est encore un petit peu plus joli. Bon, et j'en passe parce que je ne vous ai pas mis les indicateurs en dessous. Hein. Ah bah si, je les ai mis après, voilà, vous avez de la chance. Donc j'en ai mis 3, hein, mais il y en a encore toute une pléiade. Là, c'est ce que j'appelle le sapin de Noël. Donc vous voyez, et avec ça, vous dites, OK, donc maintenant, je me fais les nœuds au cerveau et je ne sais toujours pas s'il faut que j'achète aussi ce genre. Donc, grosso modo, la conclusion de ce genre de choses, c'est que, vous avez, comment dire, un écran qui est chargé. Hein, c'est loin d'être clair. On voit presque plus les prix. Je vous ai dit tout à l'heure, ce qu'on trade, ce sont les prix, ce ne sont pas les indicateurs. Donc déjà, bah, les prix, on ne les voit plus. Et encore, je n'ai pas tout mis, hein, parce qu'il y en a qui en mettent encore plus. Hein. Donc voilà, on ne voit même plus. Il y a aussi les bandes de Kettner, vous avez plein de choses comme ça. Donc on ne voit plus les prix. Donc ça commence à être un petit peu perturbant. Et puis, ben, grosso modo, alors celui-là, il est en train de me dire qu'il baisse, celui-là, il est en train de me dire qu'il monte, et celui-là, il est neutre. D'accord, OK. Donc voilà, vous êtes là et vous allez dire, bon, et maintenant, je fais quoi? Donc vous voyez que c'est laborieux, c'est long, c'est chargé, on ne voit plus rien. Après, vous avez des choses qui marchent pas, hein, parce que tout ça, c'est subjectif. Quand je vous ai dit, on trace les traits, alors je dis les traits pour reprendre tout, aussi bien les horizontales que les obliques, en fonction des mèches, ben, suivant comment on va les tracer, on va avoir un triangle ascendant, un triangle descendant, on va avoir un biseau, un drapeau, bon, tous ces trucs-là. Tout ça, c'est subjectif. Vous pouvez avoir deux personnes qui vont avoir le même graphique, qui ne vont pas tracer les droites au même moment. J'ai eu un exemple avec un ancien collègue. Il traçait ses droites comme ça, et je dis, ben non, alors moi déjà avec Ishimoku, je dis, ta droite, elle n'est pas là. Et puis après, je disais, ben non, pourquoi tu l'as tracé comme ça? Si tu la traces comme ça, tu n'as plus la même information. Là où tu me dis, ton TP, il est là, ou ça bloque, je dis, ben non, moi, ça bloque pas, j'ai encore de l'espace. Donc, vous voyez que c'est subjectif. Donc, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin, on peut être 10 autour d'une table, et il faut que les 10 soient d'accord pour dire, OK, il y a quelque chose à faire. Et que le niveau qu'on va chercher, c'est celui-là, ou le niveau qu'il faut casser, c'est celui-là. Si vous avez 10 personnes qui vous disent 10 choses différentes, vous faites quoi? Ben, c'est ce que vous faites quand vous mettez plein de choses comme ça, c'est que c'est subjectif. D'accord? Donc, on a besoin de certitude dans des marchés incertains. Donc, il faut se rapprocher le plus possible de la certitude. Donc, tous les outils que vous allez utiliser qui sont flous, entre guillemets, ça ne va pas vous aider. Ça va vous guider peut-être un peu, mais ça ne va pas vous donner de certitude, sachant qu'il n'y a pas de certitude dans les marchés. D'accord? Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut adapter l'actif. Normalement, chaque outil doit être adapté à l'actif et à l'unité de temps. D'accord? On ne regarde pas, on ne va pas mettre les mêmes outils sur du graphique 1 minute ou sur du graphique 1 heure ou du graphique weekly. D'accord? Donc, la différence avec Ishimoku, donc ce que je viens de vous raconter pour Ishimoku, c'est que les graphiques sont simples et qu'on n'a pas justement à tergiverser entre ce qu'on va choisir, machin, etc. C'est-à-dire que normalement, quand on sait bien lire Ishimoku, tout est dit et c'est ça, c'est-à-dire que c'est indubitable, ce sont des points moyens d'évolution du marché. Donc, le marché, il a évolué entre là et là, et le point moyen, il est là. Il n'y a pas à tortiller, je veux dire, c'est comme ça, c'est tout. Vous prenez le haut, le bas, vous divisez par deux. Hein, donc, ce n'est pas subjectif. Le point moyen, il est là. D'accord? Donc, la seule subjectivité, entre guillemets, qui va exister, c'est les périodes qu'on va utiliser. 9 et 26 périodes. C'est la seule subjectivité. Maintenant, quand on voit depuis le temps que c'est utilisé, quand on voit comment ça marche sur toute classe d'actifs et toute unité de temps, on ne se pose plus la question de savoir, oui, mais alors au lieu de mettre ma Tenkan en 9, si je la mettais en 10 ou en 8, ça ferait quoi, etc. Non, c'est 9. D'accord? Et même que je parlais de la crypto et je le fais sciemment, c'est-à-dire que la crypto, on me dit oui, mais comme ça cote H24, machin, bidule, c'est plus volatile, il faut peut-être changer les paramètres. Et je dis non, on ne change pas les paramètres. Moi, mes trucs, ils sont d'une précision chirurgicale. Et j'ai quelqu'un d'autre sur Twitter, pour certains connaissent Slashcoin, qui lui, alors, il parle toujours de ça, il dit Ishimoku, c'est chirurgical sur la crypto. La crypto, bon, je ne sais pas si c'est facile à trader ou pas, parce que je ne trade pas, mais je peux vous dire que point de vue analyse technique, c'est juste un petit bonheur. Hein. Avec Ishimoku, c'est un petit bonheur. Donc, vous avez des prix, d'accord? Donc, c'est les mêmes prix que tout à l'heure. Hein.
Vous avez des prix, vous mettez Ishimoku. Donc, vous avez votre écran, vous cliquez et tout est écrit. Donc là, vous allez prendre ce graphique-là et vous allez dire, bon, bah, OK, mes prix sont dans le nuage, OK, c'est à l'équilibre, c'est neutre. Voilà, déjà, vous avez votre réponse. C'est le même graphique que tout à l'heure. Vous êtes dans votre nuage, donc c'est neutre. Bon, déjà, vous avez l'information. En plus, vous avez une droite bleue. Donc, on va voir quelles sont ces droites. Hein. Vous avez la droite bleue ici. Bah, vous avez bien compris qu'elle bloque les prix parce que ça fait 2 fois que les prix essayent de monter, hein, la mèche, et on clôture en dessous du truc. Donc, c'est neutre. Donc, il n'y a rien à faire. Donc là, j'ai compris, c'est soit je casse cette foutue ligne bleue. Dans ce cas-là, ça va me libérer de la hausse pour aller chercher les derniers points hauts, d'accord? soit on reste dans le nuage, c'est neutre et je ne fais rien. Point. Bah, avec mes bandes de Bollinger, tout à l'heure, j'en savais rien. Ni avec mes moyennes mobiles, j'en savais rien. Là, faut que j'arrête de dire en anglais, c'est clair, quoi. Je veux dire, c'est propre et c'est indubitable. Je ne sais pas si ça se dit en français, j'en sais rien. Donc, le marché, les bougies représentent les prix. Ishimoku est là pour cadrer l'évolution des prix. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez des prix. Ishimoku va vous les structurer. D'accord? Si vous ne savez pas lire un marché comme les professionnels qui, eux, n'ont pas besoin de ça parce qu'ils voient à l'œil, et moi, parfois, je ne mets pas les droites de tendance parce que je les vois visuellement sans qu'elles soient tracées. Le professionnel, lui, il va le voir, il n'a pas besoin de ça parce qu'il sait où son niveau. En plus, les professionnels, ils ne traitent pas 25 000 actifs. D'accord? Ceux qui sont en banque, ils font de l'euro-dollar tous les jours de 8h30 à 17h30. Donc, l'euro-dollar, on va dire qu'ils connaissent par cœur. Les niveaux clés, etc., ils les ont en tête parce qu'ils savent que le 1,1422, par exemple, ça les a empoisonnés pendant des semaines à une certaine époque. Donc, ils vont savoir qu'à 14,22, quelque part, c'est un niveau clé. Nous, on ne le sait pas parce qu'on ne traite pas l'euro-dollar tous les jours et pas toute la journée. Et donc, on va avoir besoin de quelque chose qui va nous dire quel est le niveau, le point moyen dans notre actif. Ou si quelqu'un me dit, qu'est-ce que vous pensez du, je sais pas, de la UDIN, que je n'ai jamais tradé de ma vie ou que je ne connais pas, je vais regarder mon graphique, je vais dire, bon, bah non, là, la UDIN, votre point moyen, il est à tel endroit. Bonjour, monsieur. Merci. Donc, Ishimoku va vous cadrer, va vous donner le cadre de l'évolution des prix. D'accord? Ça va vous donner la tendance, ça va vous marquer la tendance, vraiment, ça va vous accompagner une tendance, on verra comment tout à l'heure. Ça va vous donner les supports résistances et ça va vous montrer l'équilibre. Là, je vous ai dit, mes prix ils sont dans le nuage, ils sont à l'équilibre, il n'y a rien à faire. Quelque chose qui est à l'équilibre, il est à l'équilibre. Une tendance, c'est quoi? Une tendance, c'est un déséquilibre. Donc, nous, en tant qu'humains, on est à l'équilibre et quand on a un déséquilibre, quand vous êtes debout, vous êtes debout, vous êtes à l'équilibre. Si jamais vous perdez pied, vous êtes en déséquilibre. Okay, donc c'est négatif pour nous d'être en déséquilibre. Dans les marchés, au contraire, le déséquilibre c'est quelque chose de positif parce que ça veut dire que c'est qu'on sort d'une zone de neutralité, d'équilibre et qu'on va prendre une tendance, donc à la hausse ou à la baisse. Mais le déséquilibre, c'est de la tendance, donc c'est quelque chose de positif. D'accord? Donc c'est pour ça qu'Ishimoku est intéressant parce que ça va nous mettre les zones d'équilibre et donc ça va nous dire tant que je suis là, je fais rien, j'attends que on soit en déséquilibre et donc on prenne une tendance pour rentrer dans le bon sens dans le marché. Et après on va voir les possibilités. Donc cette notion d'équilibre importante, c'est dans le terme Ishimoku Kinkoyo, c'est voir l'équilibre d'un coup d'œil, je ne sais plus trop exactement, mais voilà, c'est ça, c'est l'équilibre. Et cette notion-là est importante aussi parce que les marchés sont cycliques, c'est-à-dire que les marchés, ils vont monter, ils vont baisser donc en fonction des événements, macro-éco, des news, etc. Mais ils reviendront toujours à un niveau d'équilibre. D'accord? À un moment donné, on se stabilise. Une news, une information perturbe le marché et après, c'est comme quand vous jetez un caillou dans l'eau, ça fait des petites vagues et puis à un moment, paf, l'eau, elle redevient flat. Là, c'est exactement la même chose. Votre marché, il va prendre une impulsion par rapport à une news, donc ça peut donner une tendance haussière et puis à un moment, on va considérer que, ça y est, c'est bon, le fuel est épuisé, il n'y a plus rien, maintenant, on va s'arrêter, puis on va attendre de voir est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau qui va pouvoir continuer à pousser mon actif vers les hauteurs ou au contraire, est-ce qu'on risque de corriger? Donc, cette notion d'équilibre est importante et centrale pour Ishimoku, mais pour les marchés d'une façon générale. La notion de support-résistance, idem. Il faut comprendre ce que c'est qu'un support et une résistance. C'est vraiment la clé, puisque c'est ce qu'on va aller chercher. C'est ce qui va faire buter notre marché sur des niveaux clés. D'accord? Ça va être des supports et des résistances. Je casse un support, c'est vendeur. Je casse une résistance, c'est à l'achat. J'évite de vendre les résistances et d'acheter les supports. Et donc, Ishimoku va compléter la lecture des chandeliers. Alors, la lecture des chandeliers, je fais juste une aparté là-dessus. Il y a des livres là-dessus qui vous expliquent les avalements, les machins, les trucs, etc. On a le livre de Nison en particulier. Donc ça, maintenant, c'est caduque. D'accord?
Et c'est pour ça, quand je parlais du livre 3 tout à l'heure, je disais, ben voilà, moi, ça fait 15 ans que je parle de ça, hein, que j'ai découvert ça, parce qu'en 2010, ça fait juste 15 ans. Il y a 15 ans, oui, j'ai fait des salons, etc. On parlait justement des bougies, on tradait avec justement toutes ces configurations de bougies, c'était très pertinent, ça marchait à tous les coups. Maintenant, ça ne marche plus. Alors, ça ne marche plus à 100%, hein, il y a des cas où ça marche, évidemment, mais grosso modo, dans la majorité des cas, ça ne marche plus. Donc, les seules bougies qu'il faut prendre en compte, ce sont les bougies de sommet, les bougies de point bas, d'accord? Ce sont les bougies de retournement. Donc, on les voit, mais on n'agit pas. Maintenant, c'est pas comme autrefois où on les voyait, on agissait parce qu'on voyait un marteau, ok, ça allait monter, c'est une certitude. Maintenant, c'est plus une certitude du tout. D'accord? Maintenant, vous avez des algos, vous avez des choses qui se passent, les marchés ont complètement évolué. D'accord? Et vous avez un marteau, ça ne veut pas dire du tout qu'il faut acheter. Pour m'être fait prendre plusieurs fois, je peux vous dire que je l'ai compris rapidement. D'accord? Idem pour les étoiles filantes au sommet. Donc, les seules bougies vraiment notables qu'il faut regarder, dont il faut tenir compte, mais là, c'est pareil, je la vois, je dis attention, j'ai une étoile filante, point. C'est pas dire que je sors du marché. J'attends la bougie suivante. Donc, aujourd'hui, les notions de validation dans les marchés sont super importantes. Et on va voir qu'avec Ishimoku, justement, on a une droite qui nous permet les validations de puissance dans le marché. D'accord? Donc ça, les bougies, ceux qui ont lu le livre, c'est très bien. Mais alors, on va me dire, si, les avalements, les aramis, etc., ça marche. Oui, de temps en temps, ça marche. Mais dans bien des cas, ça ne marchait pas. Et notamment pas en court terme. Plus en court terme. Alors, je l'ai vu. Autrefois, je l'utilisais beaucoup. Maintenant, je ne l'utilise plus du tout parce que ça ne marche plus. Donc, l'autre chose importante dans les marchés, c'est la théorie de dos. Alors, la théorie de dos, je vous dis tout de suite, c'est pas récent, hein, c'est 1870. Donc, on va dire que c'est largement caduque. Je dis ça pourquoi? Parce que il y a des gens qui vont acheter là je ne parle pas de vous, hein, mais en général, les gens achètent des livres qui datent des années 80, 90, 2000 en général, etc. Et ils me disent, oui, mais là, on dit que machin, etc. Oui, mais 2000, hein, il y a eu une crise en 2000, puis on a une autre en 2008, puis il y a eu les ordinateurs, il y a eu Internet, il y a les algos, il y a les robots, il y a tout ça qu'il n'y avait pas en 80, 90, voire 2000. Donc, les marchés ont complètement changé. Donc, tous ces livres qui vous décrivent des choses à l'heure actuelle, c'est faux. D'accord? Ou s'apprendre avec des pincettes. Il y a des choses qui restent vraies, mais grosso modo, quand on vous parle des grands traders qui font comme ci, comme ça, bah, ces grands traders des années 70, excusez-moi, mais le marché d'aujourd'hui, il n'est plus tellement comme celui des années 70. Hein? Donc, c'est leur façon de faire, on va dire qu'elle est un petit peu caduque. Donc, la théorie de dos, par contre, c'est la base de l'analyse technique. D'accord? C'est la base de la base, c'est le socle. Si on ne connaît pas la théorie de dos, autant passer à autre chose. Et la théorie de dos, il y a six points. Le point principal, c'est une tendance haussière, c'est des points hauts de plus en plus hauts et des points bas de plus en plus hauts. Une tendance baissière, c'est le contraire, hein, des points hauts de plus en plus bas et des points bas de plus en plus bas. Pourquoi c'est important? Parce que quand on va rentrer dans le marché, on va toujours faire attention donc au niveau dont j'ai parlé tout à l'heure, dont on va reparler ici, au support et aux résistances, et au point haut et au point bas. Parce que quand on atteint un point haut, quand on en a pas, là, le Bitcoin qui est monté, donc il a fait 75, je ne sais pas combien la fois dernière, et puis là qui est remonté et qui a cassé ce point haut, c'était tout le monde visait ce point haut. Le point haut, c'était, on parle des ATH hein, maintenant, parce que les termes aussi changent maintenant, allez hop, c'est l'ATH, on va chercher l'ATH, etc. Pourquoi c'est important, donc dans une hausse en particulier, c'est que quand vous rentrez dans le marché, vous avez toujours le risque de faire un double top. Donc, c'est pour ça que la théorie de dos qui nous dit qu'on a une tendance haussière quand on fait des points hauts de plus en plus hauts, ça veut dire que quand je veux rentrer dans le marché, donc à la hausse en l'occurrence, il faut que je casse le dernier point haut pour être sûr que ma tendance haussière repart, parce que je peux très bien aussi faire un double point haut et repartir à la baisse. C'est ce qu'on appelle un double top ou un M ou un tout ce que vous voulez. D'accord? Donc, cette théorie de dos est super importante. D'accord? Ça fait partie vraiment des choses clés quand on fait de l'analyse technique. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir savoir tracer une droite de tendance, notamment, puisqu'on va casser la droite de tendance et après, on ira chercher les points hauts. Donc, il y a les notions de support-résistance, j'en ai déjà parlé, les notions de cassure. D'accord? Donc, ça, c'est ce qu'il faut savoir pour comprendre Ishimoku. Hein. Donc, vous voyez, il y a 5 lignes, hein. C'est quand même pas très compliqué. Non, même pas, il y en a 4. La notion de cassure, parce que votre marché, comme j'ai dit tout à l'heure, il est en équilibre. Et à un moment, il va être en déséquilibre, il va partir dans un sens. Et il va casser un niveau. D'accord? Un niveau qui existe dans le marché. Donc, un support, une résistance ou un nuage ou une droite de tendance, que sais-je. Mais il va casser quelque chose qui va nous dire qu'avec cette cassure, ça y est, mon marché est en train de me donner un signal. Donc, tout marché fonctionne par système de cassure, puisque la cassure d'un niveau me déclenche une tendance et me donne donc un potentiel d'entrée. Et donc, cette cassure, il faut la valider.
D'accord? Donc, d'où l'importance des tests de validation, du test de cassure. Alors là, bon, je suis désolée, mais il n'y a que moi qui en parle de ça. Vous pouvez prendre 1001 bouquins, personne n'en parle. Le test de cassure, c'est quelque chose qui est important. C'est-à-dire que je casse un niveau, il faut que je vérifie sur la bougie suivante, ou l'heure suivante, ou la journée suivante, enfin bon, bref, que ce niveau va être testé. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir un marché qui, à un moment donné, sur une news particulière, va bondir. On était proche d'un niveau, on casse ce niveau. Mais c'était juste une news, et puis la bougie suivante, je prends une bougie 1 heure par exemple, la bougie suivante, elle va revenir dans le sens, elle va vous invalider le signal, parce qu'en fait, ce signal était faux. Donc, le fait d'attendre ce test de cassure va vous éviter de rentrer dans le marché, et puis la bougie suivante, vous êtes négatif, parce que ça repart dans le sens. Vous dites, je ne comprends pas, ça a cassé, ce qui se passe. Oui, parce que c'était une fausse cassure. Donc, quand on voit certains analystes qui parlent de fausse cassure, etc., s'ils attendaient le test de cassure, ils ne seraient pas rentrés, donc il n'y aurait pas ce problème de fausse cassure et de perte derrière. Ce qu'on essaye de faire quand même quand on trade, c'est de gagner de l'argent et d'éviter les pertes, il ne faut pas l'oublier. Donc, on va se donner des sécurités comme ça. Alors, OK, on va rentrer peut-être plus tard dans le marché, ça c'est une certitude, mais on aura plus de sécurité. Donc après, c'est l'arbitrage entre les deux. Est-ce que je tente parce que j'ai une conviction que, oh non, ok, c'est bon, ça va y aller, d'accord? Dans ce cas-là, on sait qu'on prend un risque, ou alors on n'aime pas le risque et on veut assurer les choses parce que, par exemple, quand on met des gros montants, c'est mon cas, je trade avec des gros montants, donc je peux vous dire que moi, les points bas, les points hauts, je n'achète pas les points bas, je ne prends jamais les points hauts, parce que moi, j'attends les certitudes. J'attends que le marché me dise oui, je vais y aller, parce que je rentre des gros montants. D'accord? Celui qui trade à 10 centimes le point, ok, il peut faire n'importe quoi, j'ai envie de dire, la perte, elle ne va pas être énorme. D'accord? Et donc, l'autre chose importante quand vous tradez, c'est d'utiliser des unités de temps différentes. Donc, vous êtes trader intraday et vous travaillez sur le 1 heure ou le H4, par exemple, pour prendre une unité grande. Alors, je ne parle pas du scalping, je suis allergique au scalping. On peut faire du court terme. Oui, parce que le scalping, ça enrichit le broker, mais pas nous. Donc, grosso modo, moi, j'aime bien les brokers, je ne vais pas dire le contraire. Mais je préfère que l'argent soit sur mon compte que sur celui du broker. C'est un perso, après, chacun fait ce qu'il veut. Donc, on va dire qu'on va prendre du H1 et du H4 pour faire de l'intraday, pour avoir une unité qui lisse un peu les à-coups dans le marché. Vous savez que plus vous allez dans les unités courtes, plus vous avez du bruit de marché. Donc, plus c'est compliqué. Toutes les news, elles passent, il n'y a pas que le calendrier, vous avez plein de news tout le temps. Donc, ça vous agite le marché. Donc, faire du 5 minutes, voire du 1 minute, alors là, je suis la première à faire du 1 minute. Mais ce n'est pas du scalping ce que je fais. D'accord? Donc, faire de unités très courtes, mais je sais que justement, il y a du bruit. Donc, il faut l'intégrer. Quand vous faites de 1 heure, en 1 heure, vous avez lissé les stats qui ont pu tomber ou toutes les news qui ont pu tomber. Donc, quand on travaille sur les marchés, on n'est pas, je suis trader H1 et je ne regarde que des graphiques H1. Vous perdez 90% de l'information quand vous faites ça. Vous avez votre information sur le H1, ok, mais ça, c'est votre unité de trading. C'est celle sur laquelle vous allez faire votre stratégie. J'entre là, je sors là, mon stop loss est là. Mais il faut savoir globalement quelle attente vous pouvez avoir de ce marché. Vous allez le trader en H1 parce que vous êtes un trader court terme, vous allez le trader en journée, mais quelle est votre attente pour le marché? Qu'est-ce que le marché vous donne comme potentialité? Et ça se voit sur les unités supérieures. Alors, je ne vous dis pas d'aller regarder le trimestriel, on est d'accord, mais c'est sur et encore que, j'ai mon associé là qui en ce moment se bat avec une Tenkan trimestrielle sur le GBP USD. Donc voilà. Donc quand on a notre Tenkan trimestriel, les prix sont proches de là, même si je suis un trader 5 minutes, j'ai intérêt à l'avoir sur mon écran parce que mon prix va s'arrêter systématiquement sur ce niveau-là. Donc vous voyez que on ne va pas regarder notre trimestriel tous les jours, c'est évident, mais c'est important de savoir où en est mon actif dans le mois, par exemple, ou dans la semaine. On n'est peut-être pas obligé d'aller au mois, mais bon, le mois, on va le regarder une fois par mois. Si, on va regarder les clôtures mensuelles pour dire, OK, en mensuel, si en mensuel, votre actif a clôturé juste pile sous une Kijun, vous avez compris, ou qu'il a, par exemple, il est en train, je ne sais plus, il y en a un qui est là, qui est dans ce cas-là, qui est en train d'arriver sur une Kijun, donc un niveau clé qui est fort. Je vais peut-être éviter de l'acheter en court terme parce que là, je sais que j'ai un mur en béton. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas casser. On est le 20 juin aujourd'hui, donc ça ne veut pas dire que d'ici la fin du mois de juin, ça ne va pas casser. Mais globalement, je sais que là, j'ai un mur. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais attendre que ce mur soit passé en journalier. Le jour, l'heure, là, si à 11 heures, mon actif casse, je sais que j'ai cette droite-là, j'attends mon test de cassure et je vais y aller. Parce que là, dans le mois, ça peut très bien continuer à monter, mais à la fin du mois, je serai peut-être avec une mèche et on aura cassé en dessous. Mais là, dans mon 1 heure, je vais pouvoir quand même trader cette mèche, justement. D'accord? C'est un exemple. Donc, il faut impérativement connaître ces unités supérieures. Je dis que quand on trade en intraday, normalement, le matin, on ouvre son graphique sur le daily.
même si je fais du 15 minutes. J'ouvre sur le daily pour savoir où est-ce que j'en suis ce matin, où est-ce qu'on en est. Est-ce que là, c'est du rouge ou est-ce que c'est du bleu ou vert, suivant vos couleurs. Voilà, est-ce que c'est à l'achat ou à la vente déjà, ou est-ce que c'est neutre? Est-ce que j'ai une droite daily qui risque de m'empoisonner dans la journée? Genre, on est en train de travailler, voilà une petite jaune par exemple, là on est dessus, voilà, ça bloque, bon on la trace sur son écran et on sait que là j'ai un truc en béton. Ou est-ce que je suis proche d'une droite importante daily et que ça peut faire l'objet justement de ma journée en disant ok, ça a l'air d'être bleu, là j'ai ça, tiens je vais aller le chercher là avec mes bougies H1 par exemple. Donc on regarde son daily. Après, bon, pour ceux qui aiment le H4 et regardent le H4, le problème du H4 maintenant, ce qu'il n'y avait pas autrefois, c'est que les brokers commencent pas leur bougie H4 tous au même moment. Donc suivant les brokers, vous n'aurez pas les mêmes graphiques. Donc vous regardez monsieur sur Instagram qui vous dit que machin, et puis vous sur votre graphique vous n'avez pas la même chose. Donc le H4, faut s'en méfier. Personnellement, autant je le recommandais autrefois le H4 parce que dans le livre 1 ou 2 je le dis, hein, voilà, autant le H4 j'étais une fan du H4 et maintenant non. Plus du tout. Parce que, en fait, je m'aperçois que dans la lecture de marché, c'est ou trop long ou trop petit, ou trop long ou trop court comme unité de temps, et en fait, c'est plus une bonne unité de temps. Daily H1. Et puis après, ceux qui veulent faire du M15, M5, M1, bon d'accord, mais c'est daily H1. En fait, on va regarder son daily, puis tout dépend à quelle heure on commence sa journée. On commence sa journée, je ne sais pas, à 9h ou 10h. Moi, je ne suis pas très matinale, en général, c'est plutôt 10h. Bon, je vais regarder mon daily pour voir, qu'est-ce qui se passe depuis ce matin. Et après, je vais switcher, si je vois qu'il y a quelque chose d'intéressant qui se passe, je vais switcher sur mon H1 pour voir où j'en suis et effectivement, si j'ai encore du potentiel. Le H4, finalement, c'est pas terrible. D'accord? Donc, ouais, non, mais c'est pour ça, c'est pour dire que les marchés évoluent. D'accord? Donc, le marché, il y a 10 ans, ou il y a 15 ans quand j'ai commencé là-dessus, même moi, à point de vue trading, j'évolue aussi, il y a 15 ans, ils ne sont plus de la même façon, on ne les lit plus de la même façon, les informations qu'on prend ne sont plus les mêmes, et autant une unité de temps, je l'ai écrit, c'est écrit dans le bouquin, je disais, en Ishimoku, les 2 unités de temps les plus pertinentes, c'est H4 et M15. En M15, c'est toujours vrai, H4, ça ne l'est plus. Maintenant, il faut faire le H1, d'accord? Donc, revenons à Ishimoku. Donc, nous avons 5 droites, comme avait dit une fois un collègue chez FixECM, 5 droites, c'est 4 de trop, Adrian. C'est 4 de trop. Bon, après, il n'avait pas trop compris comment ça fonctionnait. Donc, bon, voilà. Donc, on a 5 droites qui sont calculées, qui sont des calculs de points moyens sur une certaine période. Donc, les paramètres sont 9, 26. Non, moyen. Divisé par 2. C'est pas médian. D'accord? Non, c'est pas médian. Non, ceux qui disent médian, c'est pour faire intelligent et pour faire scientifique. S'ils avaient fait un minimum de... Non, mais parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui fait l'Ishimoku qui n'arrête pas de parler de point médian. Et donc, voilà, c'est faux. C'est pour faire intelligent, parce qu'il y a des gens qui savent pas, qui connaissent pas la différence entre une médiane et une moyenne. Donc, ils savent faire des études de mathématiques, ils tapent sur Google et ils verront que c'est pas du tout la même chose. Oui, mais médian, c'est par rapport à une population qu'on trouve au-dessus ou en dessous d'un point. Exactement. C'est 50% au-dessus, 50% en dessous. Donc, une moyenne, c'est pas ça. C'est des prix. Vous avez une moyenne mobile de 100, c'est les 200 prix de clôture divisés par 200. Je prends le point moyen, si. C'est pas le point médian, c'est le point moyen. Je prends le point haut, le plus bas et je divise par 2. Donc, c'est bien un point moyen. C'est pas une médiane. Je regarde pas combien j'ai de bougies au-dessus et combien j'ai de bougies en dessous. Voilà. D'accord? Donc, ça, c'est les études mathématiques. Donc, ce sont des points moyens. Et médians, ça ne dit pas la même chose. Ça fait peut-être plus intelligent, mais ça ne dit pas la même chose. Donc, paramètres invariables, 9, 26, 52. Quelle que soit l'unité de temps. Donc, ça sera 9 heures, 26 heures, 52 heures, ou 9 semaines, 26 semaines et 52 semaines. Donc, quand vous avez 52 semaines, vous avez 1 an de recul. D'accord? Quand vous avez 26 semaines, c'est 6 mois. Donc, quand j'ai un point moyen sur donc la Kijun, en l'occurrence, qui est sur 26 périodes, quand j'ai une Kijun hebdomadaire, ça veut dire que le point moyen de mon actif est ici et c'est un point moyen sur les 6 derniers mois. Donc, on va dire que c'est juste un petit peu costaud. Donc, si vous êtes arrivé sur cette Kijun hebdomadaire, on verra dans les exemples tout à l'heure sur cette Kijun hebdomadaire avec votre bougie 1 heure, vous allez bien comprendre que si c'est le point d'équilibre moyen de votre actif des 6 derniers mois, ça risque de bloquer. D'accord? Voilà. Donc, la Tenkan, c'est le point moyen sur 9 périodes. Donc, je dis par le période parce que ça sera 9 minutes, 9 fois 5, 9 fois 9 heures, 9 fois 4 heures, 9 fois 9 jours ou 9 semaines, etc. C'est une droite d'alerte. D'accord? Donc, c'est une droite qui va commencer par nous dire, qui va accompagner une tendance.
donc elle va faire une résistance sur une tendance baissière ou être en support sur une tendance haussière, ça va nous accompagner une tendance. Et à partir du moment où nos prix vont casser cette droite, ça va nous dire qu'il se passe quelque chose dans ma tendance. Ça ne veut pas dire que ma tendance est terminée, ça veut dire qu'il se passe quelque chose dans ma tendance. Ça peut être simplement une pause, mais ça veut dire que là, ma tendance commence à avoir un petit souci. J'avais un beau momentum et là, bah, ça faiblit. Point. Ça ne dit rien d'autre. D'accord. La Kijun, elle est calculée sur 26 périodes. Ça, c'est la droite de signal. C'est la droite. Il y en a deux. Il y a celle-là et la lagging span. La Kijun, c'est la droite de signal. C'est elle qui vous dit, OK, on va acheter ou OK, on va vendre. D'accord. Avec test de cassure toujours. Je casse ma Kijun, j'attends le test de cassure. Si elle est bien cassée, et ben à ce moment-là, c'est bon, c'est de la vente. Et mon stop loss, il sera juste au-dessus. En plus, Ishimoku a le gros point positif de vous donner où sont les stop loss par rapport à la force des droites. D'accord. Et les stop loss sont serrés. Ce n'est pas des stop loss à perpète les oies où on va mettre la dernière bougie là tout en bas ou la dernière bougie là tout en haut et ça vous fait des stop loss de malade. D'accord. Pas du tout. Ensuite, vous avez le nuage. Donc, on l'a vu tout à l'heure hein, sur l'écran. Le nuage, c'est une zone d'équilibre. Donc, c'est calculé avec deux droites. C'est pour ça qu'on a déjà deux droites là. Donc, ça, c'est les deux droites qui accompagnent les prix. Tenkan Kijun, ça va être comme deux moyennes mobiles. Hein, grosso modo, ça va accompagner les prix. Après, vous avez le nuage. Donc, là, ça va être une zone. C'est la zone d'équilibre, donc qui est calculée avec l'ASSA qui prend le point moyen entre la Tenkan et la Kijun. Donc, vous avez 26 plus 9 divisé par 2, ça fait 17,5, donc on va dire 17. Donc, c'est ce point moyen-là et qu'on va basculer de 26 périodes dans le futur. Donc, pour le moment, ça me dit, je prends mon marché, je prends le prix moyen d'évolution de ce marché entre le court terme 9 et le plus long terme 26 et je vais le projeter dans le futur. Ça, donc, mon nuage, il est déterminé avec ce qui se passe aujourd'hui. D'accord. Et je le mets là, je le mets dans un coin. Je dis, OK, là, le point moyen, il est là. Après, j'ai l'autre droite, la SSB. La SSB, c'est l'équivalent de 2 Kijun. Pourquoi? Parce que c'est 52 périodes. Donc, 2 fois 6, 2 fois 26, ça fait 52. Pas besoin de haute étude mathématique là, pour ce coup-là. D'accord. Donc là, vous avez ça. Et pareil, on va le projeter dans le futur. Donc, 52 périodes. Si c'est 52 semaines, vous voyez que ça fait un an. D'accord. Et vous projetez ça dans le futur. Et ça, ces deux droites-là vont vous marquer, hein, vous le voyez là à droite, ça va vous marquer une zone ici, d'accord? Ça va vous marquer une zone. Donc, vous avez une droite qui bougera peu, c'est la SSB, parce que sur 52 périodes, ben, on va dire que c'est comme la moyenne mobile de 100, hein, il faut que ça bouge, hein, d'accord? Et puis, vous avez celle-là qui va vous prendre en compte, donc, plus de réactivité, puisque ce n'est que du 17, d'accord? Vous avez 52 périodes, 17 périodes ici. Donc, elle va nous servir à nous donner la profondeur du nuage, l'épaisseur du nuage, d'accord? Je reviens en arrière, je ne sais pas pourquoi ça bouge. Et puis après, vous avez la lagging span, donc qui s'appelle Chikou chez certains brokers. Donc la lagging span, c'est la deuxième droite maîtresse du système. C'est vraiment le gros truc. Donc quand vous allez sur un site, quel qu'il soit, hein, ou quelqu'un qui vous fait des graphiques Ishimoku et qui a enlevé la lagging span, il n'a juste rien compris à Ishimoku, vous pouvez le zapper tout de suite. D'accord, ce qu'il va vous lire, il va vous lire comme ouais, ma Tenkan, ma Kijun ont croisé, blabla, il vous fait de la moyenne mobile, donc ça n'a strictement aucun intérêt. La lagging span, c'est la droite maîtresse. Pourquoi? Parce que c'est elle qui vous valide le mouvement de vos prix. C'est-à-dire vous pouvez avoir des prix qui vont partir à la hausse, par exemple, la lagging span, elle va bloquer. Pourquoi? Parce que cette droite-là, elle n'est pas calculée. Donc là, pas besoin d'études mathématiques. C'est les prix en clôture. Donc, elle va bouger en même temps que les prix. Si vous êtes sur une bougie 1 heure et que votre bougie 1 heure, elle monte, votre lagging span, elle va monter. D'accord? Puis votre bougie, elle va rétrocéder. Paf, elle va clôturer. Votre lagging span, elle va clôturer, elle va s'arrêter là. D'accord? Donc, elle va vous mettre tous les prix en clôture. Et pourquoi elle est importante? Alors, elle est déjà placée, je vous dis, le nuage, il est placé à droite, hein, dans le futur, et la lagging span, elle est placée, elle, dans le passé. C'est la mémoire du marché. Et elle est importante, pourquoi? Parce que en fait, c'est quelque chose qui est souvent difficile à comprendre pour les gens, mais je prends les prix d'aujourd'hui. En fait, cette droite, elle me représente les prix d'aujourd'hui. Je pourrais la mettre, elle est en droite, hein, on pourrait la mettre en bougie, mais sauf qu'on aurait deux sortes de bougies, donc ça serait plus lisible sur le graphique. Cette droite-là, en fait, elle me prend mes prix là à l'instant T, elle me les met 26 périodes dans le passé. Vous allez me dire, oui, mais on s'en fout, 26 périodes, on n'est plus dans le passé, on n'est plus il y a 26 jours, on est là maintenant. Sauf que, il y a 26 jours, il s'est passé des choses dans le marché. Il y avait des supports et il y avait des résistances sur lesquelles les prix avaient déjà bloqué, par exemple. D'accord? Il y avait, par exemple, des prix qui étaient à ce niveau-là. Donc, votre lagging span va vous dire, bon, bah, ton prix d'aujourd'hui, en fait, il y a 26 périodes. Alors ça,
Pourquoi 26? Je ne sais pas. Hein, c'est l'auteur qui a trouvé ça et ça marche nickel chrome. Donc, moi, je ne cherche pas à comprendre pourquoi 26. Donc, si je mets mon prix là d'aujourd'hui, je le mets 26 périodes en arrière, bah, je vais m'apercevoir que j'avais par exemple déjà des prix sur ce niveau-là. Ça, vous allez me dire, bah oui, bah, sur un graphique, je trace mon trait puis je vois bien qu'il y a d'autres prix. OK, il n'y a pas de souci. Mais ça va faire résistance parce que ma lagging span ne va pas pouvoir passer. Tout ce qu'on va dire pour les prix, toutes les droites, tout ce qui peut bloquer mes prix, bloqueront la lagging span puisque c'est une représentation des prix. Donc, j'ai pris les prix actuels et puis j'ai les prix prime ou bis, comme vous voulez les appeler, hein, qui sont les prix actuels positionnés dans le passé. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'on va le voir, c'est-à-dire vous pouvez avoir une tendance qui se dessine côté prix, c'est-à-dire ça y est, il n'y a rien, hein, il n'y a plus de nuages, il n'y a plus que dalle, là, mes prix, il y a le ciel, là, ils peuvent monter, etc. Sauf que la lagging span, elle n'est pas libre. Et donc, vos prix, bah, ils ne vont pas monter. Voilà. Donc, eh ben oui, ça, elle va bloquer parce qu'elle va dire, bah non, moi, désolé, j'ai une Kijun. Ah bah non, moi, j'ai un nuage. Ah bah oui, bah mon nuage, je le passe pas. Voilà. Donc, j'ai pas envie. Donc, la lagging span, les prix ont renversé la tendance, les prix sont repassés de l'autre côté du nuage, la LS, non. Et elle va bloquer. Jusqu'à un moment donné où elle va passer. D'accord? Donc, c'est vrai que intuitivement, c'est pas, je comprends que ce soit pas facile à interpréter, à dire mais pourquoi mes prix d'aujourd'hui, les mettre 26 jours en arrière ou 26 heures en arrière, bah, essayez, vous allez voir. Rentrez, et notre ancien collègue là, Vincent Gann, qui avait découvert ça, un jour, il a découvert justement la validité de cette droite et il s'est aperçu que oui, il y avait beaucoup de trades qu'il aurait pris comme ça avec Ishimoku en disant bah ça y est, j'ai cassé ma Kijun, machin bidule. Il regardait pas sa lagging span et s'il avait regardé, bah, il n'aurait pas cliqué et il serait pas négatif. Voilà. D'accord? Donc ça, c'est vraiment la deuxième droite majeure du marché. Vous avez la Kijun qui vous donne le signal, j'achète ou je vends, et vous avez la LS qui disent oui, tu peux acheter ou non, tu n'achètes pas. D'accord? Et donc, le principe de lecture est basé sur les supports résistance. Hein, je casse des supports, je casse des résistances, et sur la validation du signal. Donc, récapitulatif, la Tenkan, c'est 9 périodes, donc je prends 9 périodes, donc là, c'est 9 périodes, 9 bougies, je prends le point haut, le point bas, je le divise par 2. D'accord? Et là, j'ai ma Tenkan et ma Tenkan va accompagner les prix sur 9 périodes, comme une moyenne mobile courte, hein, la même chose. Hein, ça va accompagner les prix. La différence avec les moyennes mobiles, c'est que comme ce sont des points moyens d'évolution du marché, non pas des points moyens de prix, vous allez avoir des lignes horizontales. C'est pour ça que ça nous fait des supports et des résistances. D'accord? Ce que ne fait pas une moyenne mobile. Parce qu'une moyenne mobile, ben, elle est comme ça. Hein, c'est pas précis. Moi, j'ai des choses qui sont précises. Donc, je vais aller chercher une droite. Vous voyez qu'une SSB, c'est un trait. D'accord? Parce que c'est 52 périodes. Donc, pendant 52 périodes, bah, les prix, là, ils évoluent entre le point haut qui est ici et le point haut qui est là. Bah, tant que je vais être entre ces deux points hauts, ça ne va pas bouger. Ma droite, elle va rester à l'horizontale. D'accord? Pas une moyenne mobile. Donc voilà, donc vous avez la Kijun, même chose, hein, vous prenez 26 périodes, vous prenez donc les 26 périodes qui sont ici, vous prenez le point haut, point bas, c'est divisé par 2, etc. Donc voilà, ça c'est pour le principe. Donc rapidement, ça c'est une Tenkan, alors les deux trucs sont faux, je m'en suis aperçu hier, je me suis dit tiens c'est bizarre, je me suis planté, j'ai voulu corriger, je suis pas arrivé, je pas retrouvé le graphique. Donc la Tenkan elle est en orange et la SM, la moyenne mobile 10, elle est en rouge, donc vous voyez que là c'est quasiment proche, hein, parce que 9 et 10, on va dire que bon, c'est relativement proche. Vous voyez que la différence qu'on va avoir, c'est ça, c'est que vous allez avoir des petits plats. Alors là, c'est des petits parce que la Tenkan, bah, voilà, sur 9 périodes, elle bouge plus facilement que sur 26. Mais vous voyez que par rapport à une moyenne mobile, vous avez des plats comme ça. Hein, et donc, c'est ça qui va nous faire les supports et résistances. Donc, vous voyez, grosso modo, c'est quand même très proche. Sauf que, voilà, l'information ne sera pas la même, surtout, c'est ça. La moyenne mobile, donc la Kijun, alors, c'est 26, mais je n'ai pas mis la moyenne mobile 26 parce que les gens n'utilisent pas la moyenne mobile 26, ils utilisent la moyenne mobile 20. Donc, on va dire qu'intellectuellement, ce qui se rapproche de ma Kijun, c'est la MM20. D'accord? Donc, la MM20, donc vous voyez que là, elle va être collée au prix. La Kijun, elle est un peu plus loin. Et vous voyez, là, on est venu chercher pile exactement ce niveau-là. Vous allez avoir donc des plats, des horizontales qui vont être plus longues parce qu'on est sur 26 périodes. Donc, tant que mon point haut et mon point bas, ben, ils ne bougent pas, en fait, ben, votre Kijun ne va pas bouger. Donc, voilà Ishimoku, à quoi ça ressemble à l'arrivée. Donc là, vous en avez deux. Donc ça, c'est aussi ma spécificité, ce que ne font pas les autres, parce qu'ils ont décrété que ça ne servait à rien, quand bien à leur face, c'est de mettre plusieurs unités de temps sur le même graphique. Alors, on ne va pas en mettre 36, parce que sinon, ça va faire comme tout mon graphique de tout à l'heure, avec les bandes de Bollinger, on ne voit plus rien. Hein, donc, ce n'est pas le but du jeu. C'est simplement que d'avoir plusieurs unités de temps, ça nous permet de voir comment mon marché court terme, par exemple le H1, va travailler sur des niveaux de long terme. Donc, ce qui va être intéressant à projeter, ça va être les Kijun
d'UT supérieur, parce qu'on sait que plus ma Kijun, donc 26 périodes sur UT supérieur, va se trouver proche de mes prix à l'heure actuelle, risque d'impacter mon marché. Donc ça, les Kijun sont importantes. La Tenkan, on l'oublie, parce qu'une Tenkan d'unité supérieure, c'est une Kijun d'unité inférieure, donc on n'a pas besoin de les projeter. Et les nuages. Pourquoi le nuage? Parce que ça nous donne l'épaisseur du nuage. Quand vous voyez, par exemple, ici, vous avez, c'est un graphique daily, donc vous avez des bougies daily, votre bougie daily, elle monte, on est loin du nuage daily, donc le nuage ne m'intéresse pas, et on rencontre le nuage hebdomadaire. Donc là, en journalier, vous n'allez pas regarder, rester devant votre écran et regarder une bougie hebdomadaire bouger. Hein, c'est juste pas possible. Donc, en journalier, vous allez voir que vous avez un nuage hebdomadaire qui est au-dessus de la tête, donc ça, vous l'avez repéré à la fin de la semaine, et que les prix n'arrivent pas à le pénétrer. Donc, pour vous, ça va être une information que oui, il monte, mais qu'il y a toujours ce nuage qui est au-dessus qui bloque, donc je ne peux pas avoir de grande amplitude haussière parce que j'ai ce nuage qui bloque, par exemple. Ou alors, on va arriver sur un bas de nuage, par exemple, là, on va repartir, on va se dire, attention, j'ai un nuage hebdomadaire qui risque de bloquer mes prix à la hausse. C'est toujours des risques, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas rentrer dans le nuage, qu'on ne va pas casser, etc. C'est que là, j'ai un obstacle qui est sur le chemin. Est-ce que cet obstacle, je le franchis ou je ne le franchis pas? C'est un peu ça l'idée. Hein, c'est pas rédhibitoire, c'est pas dire ah j'ai un nuage, moi c'est fini, c'est bouclé. Alors oui, on va le dire parfois. Moi ça m'est arrivé dans mes analyses de le dire là bah non, ça, on n'ira nulle part parce que de toute façon on a un nuage tellement épais au-dessus qu'il n'y a aucune chance que ça monte parce que je sais qu'il n'y a pas l'information suffisante dans le marché par rapport à l'actif pour me propulser mon prix à travers ce nuage épais. D'accord? Par contre, si il y a la news qui tombe, qui est très positive, etc., nuage épais ou pas, ça va partir parce que la news est suffisante pour qu'il y ait du fuel dans l'actif et que les gens soient intéressés. Dans ce cas-là, mon nuage, on va le traverser et on va renverser la tendance. D'accord? Donc voilà, donc c'est bon, ma spécificité, pourquoi? Parce que aussi ça permet de voir des niveaux en béton. Là, par exemple, vous avez une Kijun mensuelle, donc c'est 26 mois. Donc c'est juste un peu plus de 2 ans, sur le même plan qu'une SSB hebdomadaire. Donc SSB hebdomadaire, c'est 52 périodes, 52 semaines. Donc c'est 1 an. D'accord? Donc j'ai à la fois un point moyen sur 2 ans et des schtroumpfs et 1 an. Donc je comprends bien que ce niveau-là, il est extrêmement fort. Donc là, quand, par exemple, quand on sort, on casse ce niveau-là, on va être prudent. C'est un graphique journalier. Donc quand le jour, le mardi, on casse ça, ok, je sais que là j'ai un niveau extrêmement fort, donc est-ce qu'on casse pour casser? Parce que là, ça y est, mon marché prend une tendance et il a envie vraiment d'aller beaucoup plus haut, tant mieux. Ou est-ce qu'il va falloir se méfier et dire, ok, on va peut-être vérifier. C'est là où je reviens à ma notion tout à l'heure de test de cassure. Je vais attendre. D'accord? Je vais attendre de vérifier que ma cassure, elle est bonne. Et là, quand j'ai attendu, ben, j'ai bien vu que ma cassure, elle n'était pas bonne. Et là, dans cet exemple-là, j'en profite, comme ça sera fait. Vous voyez que, en fait, mes prix sont sortis. Ils ont cassé, ils m'ont dit qu'ils pouvaient monter. Vous voyez bien qu'il n'y a plus rien au-dessus. Et ben, regardez ma lagging span. Elle avait un nuage au-dessus de la tête, épais, une SSB, c'est pas passé, on est reparti dans l'autre sens. Donc là, de toute façon, outre que j'avais un niveau très fort qui devait me mettre en alerte quand même pour vérifier si c'était du lard ou du cochon, j'avais ma LS qui disait non, là pour le moment tu vas attendre un petit peu, laisse-moi rentrer dans mon nuage et après on en discute. D'accord? Là, vous voyez que la Kijun a bloqué. Donc, vous avez aussi la notion de twist. J'en ai pas parlé, mais la notion de twist, c'est quand vous avez un nuage qui se renverse. Un twist n'annonce rien du tout. C'est une conséquence mathématique. D'accord? Donc, tout ce qui se passe à droite, là, alors là, le graphique est mal mis, on verra sur les exemples tout à l'heure, tout ce qui se passe à droite ne m'intéresse pas, ça m'intéresse que quand j'y suis. D'accord? Ça ne prédit rien du tout. Un twist, c'est simplement parce que j'ai mon marché qui baissait, qui repart à la hausse. Bah oui, ma SSA, elle repart à la hausse parce que mon marché repart à la hausse. Et comme ma SSB, elle bouge pas, bah forcément, ça se croise. C'est comme ça peut pas être autrement. Donc, c'est juste une conséquence mathématique. Ça n'annonce pas que le marché va se mettre en range, comme le diraient certains. Oui. Oui, bah c'est ça. Oui, non, mais justement, mais alors ça, c'est autre chose. Donc, ça n'annonce rien. C'est-à-dire que quand mes prix sont là, et que j'ai mon twist ici, parce que quand mes prix sont là, moi j'ai la projection, mon nuage, je vous rappelle qu'il est projeté là. Donc j'ai ma projection ici, mon twist ne me dit pas que mes prix vont se mettre à l'horizontale. Alors oui, les prix à un moment donné vont se mettre à l'horizontale. Pourquoi? Parce qu'ils vont flamber, hein, ils vont monter, puis à un moment donné, bon, on s'arrête. On dit bon, on continue ou on s'arrête là. Donc c'est normal, un marché, il s'essouffle, il s'arrête, et puis il reprend sa tendance ou pas. D'accord? C'est pas le twist qui me l'annonce. Le twist, c'est simplement parce que mes prix montent ici. La SSA, je vous dis que c'est elle qui faisait le nuage, eh ben, c'est le point moyen entre la Kijun et la Tenkan, entre les deux ici.
D'accord? Donc, à partir du moment où cette droite-là, elle monte et qu'elle est projetée ici, bah, elle va me casser, elle va couper la SSB qui est sur 52 périodes et qui ne bouge pas. Point à la ligne. Donc, ce n'est pas prédictif. Je vous ai dit tout à l'heure, on prend dans les indicateurs ou sur nos graphiques les informations qui nous servent à quelque chose. On n'invente pas des informations. Dire mon nuage monte, alors ma tendance est haussière, excusez-moi, mais si vous n'avez pas vu que vos prix montaient, ben, faites autre chose. D'accord? Hein, ça me paraît quand même relativement clair. Parce que le nuage, c'est la conséquence des prix. Donc, évidemment, si mes prix montent, vous n'allez pas avoir un nuage qui baisse. Et à un moment donné, il faut être un petit peu logique. D'accord? Donc, voilà, ça, c'est pour la vue Ishimoku. Donc, l'analyse maintenant, comment on fait? Je vais accélérer un peu. On regarde toujours unité haute. Hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, on ouvre son écran. Quand on fait l'intraday, on va regarder le daily. Si on est investisseur, on regardera le mensuel. On ne va pas le regarder tous les jours, évidemment. On fera mensuel, hebdomadaire et puis journalier pour le jour où on clique, pour dire, tiens, là, c'est bon, j'ai mon signal, j'y vais. Donc, c'est la tendance de fond. C'est pour savoir, grosso modo, où on en est, ce qu'on fait, ce qu'est en train de faire l'actif. On recherche les supports, les résistances majeures qui pourraient nous impacter. On va faire l'intraday dans la journée, d'accord? Donc, ça va nous donner soit des obstacles qui peuvent entraver mon trading, soit des objectifs. Je vais chercher un niveau daily, d'accord? L'UT intermédiaire, c'est l'UT sur laquelle on va travailler. Donc, disons, par exemple, on fait de l'intraday, on fait bon, du H4 pour ceux qui aiment le H4, du H1, je préfère. Du H1, c'est là où on va faire établir notre stratégie. Ok, j'ai vu qu'en daily c'était haussier, que je pouvais aller chercher ma Kijun daily par exemple. En H1, comment je vais faire pour y aller? Ben, l'idée c'est que en H1, je regarde mon Ishimoku, je dis bon là ok, si je sors de mon nuage H1, c'est mon point d'entrée, je vais chercher ma Kijun daily là en dessous et mon stop loss il est juste en dessous. Donc c'est l'unité de stratégie. D'accord? C'est là où je sais où je rentre, où je sors et où j'invalide mon idée. D'accord? Et l'UT courte, donc en dessous, mais on n'est pas obligé d'aller sur cette UT-là. On peut le faire, mais ce n'est pas une obligation, c'est vraiment pour être, voilà, pour ciseler le trading. L'UT courte, c'est là où on va déclencher la position et on va éventuellement gérer sa position. Donc, quand on va s'approcher de son objectif, on voit que les prix commencent à arriver. Bon, alors, il reste 4 points, 5 points, tu vas pas, on ne sait pas trop. On va switcher sur l'UT la plus courte. On voit qu'on commence à avoir une étoile filante qui apparaît. On dégage et on dit tant pis, ça y est, c'est fini, on sort. Il nous manquait 3 points, ben, c'est pas grave. Vaut mieux en laisser 3 au marché plutôt que d'en perdre 10 parce que finalement, le TP, on ne l'atteint pas et qu'on repart dans l'autre sens. D'accord? On assure les gains. Hein, c'est un peu l'idée. Donc, on va balayer les différentes UT pour trouver justement l'UT qui sera projetée, l'UT la plus pertinente. C'est-à-dire, c'est pas parce que je suis en M15 que je vais projeter, je vous ai montré là le daily weekly, c'est pas parce que je suis en M15 que je projette l'unité H1. Si par exemple l'UT qui m'intéresse c'est mon nuage daily, je vais projeter le nuage daily sur mon M15 ou mon H1. D'accord? C'est pas, on prend pas les UT les unes à côté des autres. Les gens qui me font ça, ça n'a aucun intérêt. Il faut prendre l'UT qui me donne l'information, qui va me perturber dans mon trading du jour. D'accord? Et donc tout ça, c'est invariable, quel que soit l'horizon de trading, quelle que soit l'unité de temps de trading et quel que soit l'actif. Donc, pour faire simple, hein, les unités de temps, c'est ça, horizon de trading. Bon, voilà, là c'est le truc le plus facile pour les débutants intermédiaires, hein, court terme et moyen terme. Donc, horizon de trading, le daily. Alors là, c'était un ancien graphique, donc le H1, on laisse tomber. H1 et M15 pour l'unité d'intervention, c'est ce que je viens de vous dire. Si on est un peu plus long terme du swing, par exemple, ben, ça sera l'hebdo pour la tendance générale, pour repérer une bougie hebdo, dire tiens, celle-là, il manque une bougie pour aller chercher un niveau, bah, c'est ce que je vais faire la semaine prochaine. J'affinerai mon entrée sur, enfin ma stratégie sur le daily et je cliquerai éventuellement, si besoin, sur le H1. Donc, point de vue analyse. Voilà comment ça se passe. Là, vous avez une tendance. Donc, ce qui est intéressant avec Ishimoku, c'est ça. Je vous ai dit tout à l'heure, la Tenkan, c'est la droite, donc c'est la droite orange, c'est la droite d'alerte. Hein. Donc, une Tenkan, elle va vous borner une tendance. Donc là, bah, je suis en tendance haussière tant que je suis au-dessus de ma Tenkan. Si je casse ma Tenkan, ça me donne une alerte. Ça va me dire, comme là, par exemple, là, ici, hein, en cours de, alors c'était du trimestre, hein, en cours de trimestre, on a cassé, d'accord, mais en clôture, on est revenu au-dessus. Donc, d'où l'importance aussi d'attendre les clôtures de bougies. D'accord, les gens qui disent, ah, ça y est, ça monte, j'achète. Bah oui, mais en clôture de bougie, bah non, ça monte plus et ça repart dans l'autre sens. D'accord? On attend toujours les clôtures de bougie. Vous voyez qu'en trimestriel ici, bah, il n'y avait pas besoin de paniquer. Je ne sais pas ce que c'est, ça devait être le Covid, ça. Il n'y a pas besoin de paniquer ici. On s'est descendu, mais c'est remonté et à la fin, ma tendance était toujours là et le mois suivant, on est reparti. D'accord? Donc, le trimestre suivant, pardon, on est reparti. Donc, une Tenkan vous supporte une tendance et elle va vous donner des alertes. Ici, on a une alerte. La deuxième droite, vous voyez que ça, c'est une tendance haussière. Une tendance haussière, c'est quoi? C'est des prix qui montent, c'est pas le scoop, bordé par la Tenkan au plus près, 9 périodes. La Kijun, droite de signal, si je recasse ma Kijun, ma tendance, c'est terminée pour le moment.
d'accord? Et le nuage qui accompagne, puisqu'il est décalé de 26 périodes. Donc, mon nuage, il monte, bah oui, mes prix montent, c'est normal. Et donc, j'aurai un renversement de tendance quand je passerai de l'autre côté du nuage. Là, ça veut dire que la tendance est définitivement terminée, d'accord? Donc, il faut que je casse la Tenkan, la Kijun, le nuage. Quand j'ai cassé ces trois choses-là, ma tendance est définitivement terminée. Donc, effectivement, là, si on est en trimestriel, vous voyez bien que sur un actif comme ça, si j'attends que d'être ici, il y a quand même quelques trimestres qui vont se passer et je vais avoir quand même quelques pertes. Donc, on va, en fonction de points d'entrée, de ce qu'on attend de l'actif, etc., et de la macro en l'occurrence, hein, quelle est l'ambiance générale, on va peut-être réagir un petit peu plus tôt. C'est pour ça qu'en fonction de là où on sera rentré dans le marché, la Tenkan peut nous permettre déjà de sortir du marché, parce qu'on aura bien pris, parce qu'on a compris que le marché, là, bah, il a fini, sa puissance est terminée, on sort, terminé, et tu vas chercher ta Kijun, si elle tient, eh ben on se repositionnera, etc., etc. Donc, si c'est le même actif là en mois, donc là vous avez vu, on a un accident ici, on a eu une tendance qui s'est dessinée, et on est reparti dans l'autre sens, on a recassé la Kijun et on a recassé la Kijun. Donc voilà, en plus court terme, en mois, ce qui se passe. Donc là, du coup, j'ai le nuage, je ne l'ai pas là parce que j'ai pas assez de recul. Hein. Il faut le nuage, je rappelle que c'est 52 périodes, projeté 26 périodes, donc il me faut 78 périodes. Hein. Donc quand on est en trimestriel, il me faut 78 trimestres. Donc suivant l'actif, on ne les a pas forcément. Donc, en mensuel, voilà, l'accident, il est là. Bah, vous voyez, on est sorti, on a eu une tentative de renversement, ça ne repasse pas, on revient sous le nuage. Et là, vous avez tout ce travail à l'intérieur du nuage de neutralité et on repart. Les niveaux d'entrée, dans un cas comme ça, auraient été ici. C'est-à-dire, j'avais mon accident, ça repartait. Donc, je disais, OK, l'accident est terminé, a priori, la tendance reprend. D'accord? Il y a un premier point haut, et vous voyez que c'est le premier point haut qui a été atteint. Quand je vous ai dit qu'il faut reprendre des points hauts plus hauts, enfin faire des points hauts plus hauts, des points bas plus bas, des points bas plus hauts, pardon, pour une tendance haussière avec Elliott, l'autre Do. Voilà. Il faut casser le dernier point haut. Vous voyez que là, on est revenu chercher le dernier point haut, on est reparti à la baisse. Donc, si vous aviez attendu de casser votre dernier point haut, vous n'avez pas acheté ici. Vous sortez du nuage, mais vous n'avez pas cassé le dernier point haut. Vous avez fait un double top. On repart et là, à ce moment-là, là, ça casse, on peut acheter. Et là, vous avez le deuxième point haut, même chose. Vous voyez que ce point haut est travaillé. On revient chercher le dernier point haut et la tendance se déclenche juste après. D'accord? Donc, la suite de la tendance, elle est là. Donc là, vous avez des accidents en cours de mois, puisque c'est un graphique mensuel, où on casse la Kijun. Donc, j'ai un signal vendeur qui est donné dans le courant du mois, mais en fin de mois, on a invalidé. Donc là, tous ces points-là, il ne fallait pas sortir. La tendance est toujours là. Par contre, ici, oui, j'ai envisagé de sortir. D'accord? Donc, vous voyez que c'est écrit. Il n'y a pas à se poser mille et une questions. Après, vous avez votre fondamental à côté, si c'est une action, si c'est du forex, que sais-je, la crypto, peu importe, vous avez des informations qui vous disent que oui, là, globalement, il faudrait peut-être mieux sortir, oui. Oui, voilà, après. Voilà, et après, qu'est-ce qu'on. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, là, par exemple, vous avez ici, on casse la Tenkan. OK, on casse la Tenkan. Donc, vous comprenez que votre tendance de long terme haussière, bah, elle a peut-être du plomb dans l'aile. On va chercher la Kijun. Mais tant que ma Kijun sort, j'ai pas besoin de. Tiens, je n'ai pas besoin de sortir. Maintenant, si elle casse, je sors. Après, si on repasse la Kijun, j'ai plus ma souris, on repasse la Kijun dans le sens, là, vous avez à nouveau un signal d'achat. Donc, vous pouvez re-rentrer dans le marché. Donc là, vous êtes sorti ici parce que bah, vous êtes rentré là en bas, donc c'est bon, vous assurez les gains. Ou vous n'êtes pas sorti parce que vous dites fondamentalement non, normalement ça devrait reprendre, et je sais pas, il y a peut-être un problème économique ou que sais-je, politique ou je ne sais pas quoi, Trump qui passe par là, bref, peu importe. Et à ce moment-là, bah, vous laissez faire. Tant que vous ne cassez pas votre nuage, vous êtes toujours en tendance haussière. Vous êtes toujours au-dessus de votre nuage. La tendance n'est pas renversée. Bien sûr. Rien ne vous empêche. Vous cassez la Tenkan, vous allez chercher la Kijun. Vous cassez la Kijun, vous allez chercher le nuage. C'est pour ça que c'est pratique parce qu'en fait, on peut trader dans les deux sens. Voilà. Et vous avez, c'est écrit. C'est-à-dire, vous allez d'un niveau à un niveau, les niveaux sont marqués. D'accord? Donc, vous n'avez pas besoin de les chercher. Là, vous êtes en hebdomadaire. Donc, quand je parle du test de cassure tout à l'heure, bah là, par exemple, vous avez une cassure. Bah, la bougie suivante vous a dit, bah non, la cassure, j'en veux pas. Et on est reparti à la hausse. Donc, si vous aviez vendu, alors vous n'êtes pas dans le marché, vous aviez vendu en disant, ah, c'est super, ma Kijun casse, je vais chercher mon nuage, ben, il vaut mieux attendre au moins le démarrage de la bougie suivante pour vérifier ce qui se passe. La bougie suivante, elle démarre bleue, vous n'avez pas vendu. Et là, en clôture au-dessus de la Kijun, vous avez invalidé votre signal vendeur, vous n'êtes plus vendeur. D'accord? Et là, vous voyez la précision, hein, donc c'est un graphique hebdo. Vous allez chercher, on a cassé la Kijun mensuelle qui est projetée et on est venu clôturer au-dessus. D'accord? Donc là, vous avez un gap baissier, on descend et on remonte et on clôture au-dessus, largement au-dessus. On reprend ce niveau-là. D'accord?
Donc ça, c'est en journalier, donc je vais passer un petit peu vite. Donc là, c'est ce que je viens de vous montrer, hein, c'est le travail qui a été fait sur la Kijun mensuelle. Donc vous voyez que le fait d'avoir projeté ma Kijun mensuelle, alors une Kijun, en général, on peut mettre un trait, mais pas toujours, ça permet de bien voir ce qui se passe. Là, vous avez l'information, c'est un graphique journalier. Vous avez 3 unités de temps sur ce graphique. Vous avez le journalier en bleu, vous avez l'hebdomadaire en vert, donc tout ça, c'est de l'hebdomadaire, et vous avez la Kijun mensuelle. Alors, je n'ai pas mis le nuage mensuel parce qu'il est encore en dessous, donc il ne sert à rien, on ne le voit pas, il ne sert à rien. Quelquefois, on va se trouver dans un nuage mensuel. Donc là, on a bien compris qu'on avait une double neutralité, long terme et moyen terme. Et là, on voit bien le travail qui s'est passé entre les deux, d'accord? Donc ça, c'est du Trump, hein. Donc on est descendu ici, on a clôturé au-dessus, donc là, c'est parfait. La bougie rouge ici, vous voyez, on reste coincé entre ces deux niveaux parce que ce sont deux niveaux forts. Là, on a eu Trump qui est parti dans l'autre sens, qui nous a enlevé ces trucs. On a passé mon graphique, voilà. Et on est allé chercher pile la Kijun hebdomadaire. Vous voyez que les trucs sont écrits dessus. C'est pas moi qui ai déterminé ces niveaux-là. Donc là, par exemple, bon, c'est du Trump, donc c'est difficile à trader, hein, mais admettons que ça soit une news normale, on va dire. On est parti fortement à la hausse, bah, tout ça, ça pouvait se trader. On avait plusieurs objectifs. On avait le premier, bah, c'est, alors déjà, je vais chercher ça, hein, je suis là en bas, je vais chercher ça. OK, ça casse, bon, bah, je continue, je vais chercher ma Kijun, je vais chercher l'eau du nuage et finalement, je vais chercher ma Kijun weekly. Donc, vous pouvez baliser comme ça votre progression d'actifs. Donc là, ça se fait en une bougie parce que, voilà, ce que j'ai dit, hein, mais normalement, ça ne se fait pas en une bougie. Et donc, ça peut être, ça peut vous déterminer, dire, bah voilà, là, grosso modo, sur une semaine, ben, j'ai 4 trades, là, 3 trades d'affilée où je vais aller chercher des niveaux en niveau. D'accord? C'est un peu l'idée. Donc, c'est pour ça que ça nous balise les choses. C'est que ça nous dit, bah là, le premier obstacle, il est là, je vais le chercher, je vais chercher le deuxième. Donc, soit je reste dans le marché parce que j'ai la conviction que ça peut aller plus haut, soit je sors du marché parce que par contre, bah, la Gingxia, elle me dit non, là, ça ne va pas passer, oublie. D'accord? Parce que là, il y a toujours le droite de gauche. Vous voyez qu'ici, là, par exemple, ça passe pas. Mes prix montent, mais là, à chaque fois, elle bute, elle va aller buter dans les bougies. Oui. Oui. Vous avez un code de couleur, parce que moi, justement, il y a un moment, il faut partir sur des couleurs, de dire par exemple, on part sur de l'orange la semaine. Oui, bah moi c'est ça, c'est-à-dire que tous mes graphiques d'analyse que je vais publier à droite à gauche, comme je ne vais pas publier d'une heure, je publie toujours du journalier, weekly, mensuel. Donc j'aurai toujours mon weekly en vert. Donc la Kijun est verte, c'est du weekly, le nuage vert c'est du weekly, tout ce qui est bleu c'est du daily, et le rose mauve, je sais pas quoi, là c'est du mensuel. Donc toute personne qui voit mes graphiques journaliers, le code couleur ne varie jamais. Donc après, effectivement, si je suis sur du H1 et que bah, je projette mon journalier, à ce moment-là, je vais changer la couleur pour pas avoir, parce que si je mets tout en bleu, je n'aurai plus rien, quoi. Je ne saurais plus qui est quoi. D'accord. Donc là, vous avez un exemple où là, on est allé chercher ce niveau pile. Là, vous voyez que ce niveau de Kijun Weekly a été travaillé. Je suis en journalier, c'est un niveau qui est fort, donc c'est travaillé. Là, je m'attaque au nuage. Vous voyez qu'on s'arrête dans le nuage parce que c'est une zone de neutralité. Donc, on s'arrête dedans. Ça ne veut pas dire qu'on ne le traverse pas, hein, ça s'arrête. Donc, c'est pareil, comme l'a dit monsieur tout à l'heure, quand on va avoir un twist, ça va se traverser plus facilement. Quand on a un nuage fin, ça se traverse plus facilement qu'une grosse masse nuageuse. D'accord. Donc là, c'est un cas particulier, hein, d'accord. C'est Trump et ses taxes, c'est ça. D'accord. Après, on est monté, vous voyez, on est allé chercher les niveaux, on va les repérer. C'est-à-dire que là, vous voyez que vous avez un niveau de Kijun, un niveau de Kijun. Donc, c'est pour ça que c'est un graphique Ishimoku se regarde comme ça. D'accord. Il faut voir un petit peu à gauche, pas trop, hein, on ne va pas chercher ce qui s'est passé il y a 3 ans, il ne faut pas me chercher des niveaux à perpète. Et puis, il faut regarder un petit peu ce qui se passe à droite. Et vous voyez que mon nuage, là, je ne sais pas, mais les nuages, ils sont là, hein, on ne les voit pas sur l'écran. Mais j'en ai pas besoin, parce que le nuage ne m'intéresse que quand j'en suis proche. Donc là, me dire que mon nuage, il monte, etc., ou que là, j'ai une double neutralité, je m'en fous, mes prix sont là. Donc, ça ne m'intéresse pas. On cherche toujours l'information qui m'intéresse à l'instant T. Mes prix, je suis là-haut. Donc, moi, ce qui se passe là en bas, ça ne m'intéresse pas. Voir qu'il y a un twist ici, bah, sauf si le marché se casse la figure brutalement, le twist, j'en ai vraiment rien à faire. D'accord. Par contre, si mes prix accéléraient tout d'un coup à la baisse, je dirais ah attention, là danger. Si ça veut passer, ça peut passer. Si j'avais un crash là, oui, je pense que ça passerait. D'accord. Donc là, c'est pas le cas. Donc je vais repérer des niveaux comme ça qui vont me donner mes résistances. Donc là, je vois bien que là j'ai quelque chose. Hein, j'ai du nuage, j'ai donc de la SSB, de la Kijun, etc. Et ben mes prix ils ont travaillé. D'accord. Donc c'était haussier, mais là on s'est arrêté. On est revenu chercher ce niveau fort-là, c'est une Kijun hebdomadaire sur le même niveau qu'une Kijun journalière sur le niveau d'une SSB journalière. Donc vraiment que des niveaux très forts. C'est ça aussi la puissance d'Ishimoku, c'est la force des droites que vous allez rencontrer. D'accord. C'est pas. Et vous venez chercher ça et on repart. Et ma Tenkan tient les prix. Donc ma tendance haussière est toujours là. Alors elle est poussive, hein, là elle est forte, là elle est poussive, mais elle est toujours là. D'accord.
Ça? Bah oui. C'est pour marquer les 2 niveaux de Kijun et le niveau de SSV. C'est pour dire là, et c'est ce que je vais faire. C'est journalier. C'est-à-dire que si quelquefois on va voir des traits mauves sur mes écrans, ça sera parce que j'ai pris des niveaux mensuels. Donc ça, je vais laisser passer parce qu'on va plus avoir le temps. Je préfère faire de l'analyse directe pour vous montrer les choses. Mais si j'ai ça, je vais faire ça.